J'ai eu la chance d'aller signer des artistes un petit peu partout dans le monde. J'ai beaucoup travaillé dans le reggae aussi, la musique africaine, avec des Somités, des Taboulé Rochereau, des Papa Wemba, des Koffi Olomide, des Magic System, des Sekou Bambino. Enfin, j'ai vraiment travaillé avec des grands. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti! Juliette Fivet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour Grand Angle Entrepreneur. Donc, pour te présenter, pour les gens comme moi qui ne te connaissaient pas il y a encore quelques temps, 10 minutes. tu passes en fait sur RFI, Légendes urbaines, où tu invites des rappeurs et à ce moment-là, tu les fais parler sur Ma vie, mon œuvre, on peut dire ça comme ça? Complètement. Je suis Voilà. ravie d'être à tes côtés, Richard. Merci de m'accueillir et merci pour ton invitation. Je suis sur RFI et France 24, c'est important, c'est France Média Monde, donc à la fois en télé et en radio. Et en effet, j'ai une émission qui s'appelle Légendes urbaines où j'accueille principalement des rappeurs et des rappeuses, des gens issus des cultures urbaines, mais on parle de tout sauf de rap, en fait. C'est vraiment une émission qui tend à mettre en exergue les parcours de vie, les coups de cœur, les coups de gueule de tous ces protagonistes à qui on donne trop peu souvent la parole sur d'autres terrains que la musique en elle-même. Et si je te reçois aujourd'hui, c'est pas pour parler de rap ou de street cred, ou parce que je n'y connais rien. On va parler économie. Il va être court. Alors, l'antifragilité sur les marchés financiers, tu as une demi-heure. 4,40. Non, l'idée c'est que tu as un parcours qui est très fort, qui est très intense, et c'est de le retracer avec toi et d'expliquer au-delà de ce que tout le monde sait, comment toi tu le vis en fait. Qu'est-ce qui fait que entreprendre sous toutes ses formes, parce que tu as une dimension business, tu as une dimension créative, tu as une dimension journalistique aussi, donc employé, parce que a priori tu n'as pas racheté RFI ou il doit y avoir un patron au-dessus. Donc tu as cette approche, et moi c'est ce que j'aime beaucoup en fait, c'est parler avec les entrepreneurs pour voir comment ils ont vécu. Parce que c'est pas toujours marrant, et c'est pas parce que à la télé, faut pas oublier qu'on fait plein de coupes quand on passe, on monte. Souvent quand on raconte sa vie, on fait un montage. Voilà, on fait du storytelling comme on dit maintenant, et on a tendance à dire mais là t'étais au bord du suicide. Oui, mais ça n'a pas duré. Ça s'est bien passé. Je suis même pas mort vraiment. C'est vrai. On minimise parce qu'en plus l'échec c'est compliqué à déjà faut l'assumer, et puis en plus le raconter en France c'est pas quelque chose, on n'est pas des Américains quoi. C'est pas encore un diplôme nos échecs. Alors qu'aux États-Unis, j'étais au fond du trou, j'ai rebondi, ouais. Il est des nôtres, voilà. Donc moi et avec l'équipe, c'est ce qu'on essaye de faire. On a une équipe qui me présente des gens en disant tu connais Juliette Fivet et là voilà, on essaye de connecter des mondes sous le prisme de l'entrepreneuriat. Et c'est formidable. C'est formidable parce qu'on polarise, on divise trop les genres et les univers, alors qu'on fait partie quand même d'un pays, d'une communauté ou d'une nation qui est extrêmement mélangée dans les faits en fait et dans la vraie vie. On est hyper mélangé, hyper mixte, hyper diverses dans nos cultures. Finalement, dans ta vie, tu rencontres certes des économistes, des boulangers, des artistes. Et on a tous un peu une notion de plein d'univers différents, mais c'est vrai qu'on divise beaucoup les gens. Donc c'est très très chouette. Et encore une fois, merci de m'accueillir. Alors après, moi, je suis pas américaine, je suis ch'ti. Tu vois. Et oui, je voulais te demander justement où est-ce que tu es né, parce que du coup, là, déjà rien qu'à la base, c'est. Rien qu'à la base, rien qu'à la base, c'est le Juliette, bordel. Ça en surprend plus d'un. Parce qu'il me donne rendez-vous grâce à mon prénom. Ah bah oui. C'est pas la même chose quand tu me vois arriver, tu vois, en disant on attend Juliette. 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 C'est vous, Juliette. Juliette. Vous êtes son assistante? Non, je m'appelle Juliette. Mais bon, ça m'a permis de passer un premier step déjà, c'est déjà pas mal. Merci à mes parents de m'avoir appelée Juliette. Non, mais moi j'ai une histoire un peu particulière. J'ai été adoptée, abandonnée à l'âge de 2 mois, donc je connais pas mes géniteurs et j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans. C'est vraiment une histoire un peu longue qui va gonfler, mais et qui va certainement gonfler tout le monde. En tout cas, elle est assez rigolote cette histoire.
mais elle est longue, si tu veux bien la raconter. Mais en gros, ma génitrice n'a pas accouché sous X. Elle m'a gardée durant 2 mois et demi. Elle m'a déposée chez des gens dans le nord de la France, tu vois. Et je suis née à Paris. Et en fait, elle m'a déposée chez des gens à Roubaix, dans le nord de la France, en disant qu'elle allait revenir parce qu'elle était en difficulté financière. Je crois qu'elle est revenue 1 ou 2 fois. Et puis un jour, elle n'est plus jamais revenue, tu vois. Elle m'a gonflé, elle est relou, je sens que ça va être une galère. Je vais chercher les clopes, je reviens. Non mais moi, je ris de ça parce qu'en fait, parce que j'ai pas d'amertume, ni d'aigreur, ni de quoi que ce soit envers mes géniteurs. Tu sais jamais ce qui arrive dans la vie des gens, déjà. Et qu'en fait, visiblement, ma génitrice avait des difficultés, donc elle a quand même fait le choix de me déposer chez des gens pour que je sois pas trop en galère à mon tour. Des gens bien, a priori. Après, c'était des familles d'accueil, tu sais, des gens qui étaient payés pour avoir des enfants en charge. Et j'ai fini par être adoptée par les parents les plus formidables du monde à l'âge de 2 ans. Donc moi, j'estime très concrètement avoir, pardonne-moi l'expression, mais le cul bordé de nouilles. Parce qu'en fait, des parents que tu avais à 2 ans, tu les as gardés après Non, non, pas du tout. Moi, je suis passée, ce qui explique beaucoup de choses dans mon parcours, je pense, si on rentre dans la psychologie pure, mais moi, je suis passée dans les mains de 10 familles d'accueil différentes. Qui étaient payées par la DAS, tu sais, pour pouvoir prendre soin de moi. Et puis ensuite, j'ai été adoptée et adoptable à l'âge de 2 ans. Mais entre l'âge de 2 mois et 2 ans, je suis passée dans les mains de 1000 personnes différentes. Là où, en fait, finalement, à cet âge-là, globalement, tu es dans les bras de ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, tes frères et sœurs. Enfin, moi, je suis passée dans les bras de 1 milliard de gens. Et ce qui était assez drôle pour la petite anecdote, quand mes parents, ce que j'appelle mes parents, mais seuls et uniques, ceux qui m'ont adopté, mais qui au final, c'est quoi être parent? C'est pas concevoir, c'est éduquer, c'est élever, c'est donner de l'amour et tout ce dont un enfant a besoin. Et j'ai eu vraiment énormément de chance. Ils ont peut-être pas tiré le gros lot en m'ayant, mais moi j'ai tiré le gros lot en ayant ces parents-là. Et en fait, c'était drôle, ils étaient supposés venir dans cette fameuse famille d'accueil pour me rendre visite une première fois. Et truc assez lunaire, et c'est marrant en termes de reproduction de schéma. En fait, la famille d'accueil, parce que les familles d'accueil, tu sais, à l'époque, ou peut-être encore maintenant, ils prennent de l'argent, mais ils prennent pas toujours super soin des gamins en charge. Et j'avais même pas 2 ans. En fait, ils m'ont cherché pendant une demi-heure dans le lotissement parce qu'ils me laissaient me balader un petit peu partout dans le lotissement. Et ils savaient pas dans quelle maison j'étais parce que j'avais l'habitude d'aller me balader dans toutes les baraques, tu vois, des voisins. Bon, moi je trouve ça assez rigolo parce que finalement, avec le temps, tu te rends compte que tu reproduis le schéma d'abord sur un microcosme et puis après, je suis un peu la même chose dans le monde entier. Et je me balade un petit peu partout parce que je considère que le monde, c'est un lotissement dans lequel je vis, en fait, tu vois. Et puis, je m'adapte à tout le monde et j'ai pas de problème avec ça, en fait. Mais je crois que ça vient vraiment de ça, en fait. Mais pour autant, on est d'accord que quand on laisse un gamin se promener à 2 ans, c'est pas normal. C'est quand même juste de la science-fiction. Là, on te raconte, c'est sympa parce que tu l'as reconstruit, tu le machin. Ouais, et puis que... Mais en vrai, c'est juste pas normal. C'est juste de la science-fiction. Et finalement, quand mes parents sont arrivés, je lui dis, ah papa, maman, je suis repartie direct avec eux, tu vois. Donc il y a une vraie connexion, un truc. Et donc j'ai été élevée par des blanchetis du nord de la France. J'ai retrouvé des traces beaucoup plus tard du Tchad, de l'Italie. Ah, je peux te parler comme chaud, mais ça va pas être sexy, hein. Ah, tu vois, ça... Au téléphone, tu passes tous les entretiens d'embauche. Ça passe moyen. En média, je suis pas sûre, tu vois. Je peux appeler Danny Boone, peut-être pour participer à son prochain film, mais en termes de carrière radiophonique, j'ai des doutes, tu vois. Oui, non, j'ai jamais parlé ch'ti, mais effectivement, je comprends le ch'ti, qui est une vraie langue régionale et qui est une vraie, enfin, c'est un patrimoine en fait. Ça fait partie du patrimoine, comme toutes les langues régionales. Mais donc, dans ma famille, on n'a jamais vraiment parlé ch'ti. T'as plein d'expressions, etc. Et puis après, il y a des gens qui parlent vraiment ch'ti, avec qui j'ai grandi aussi. Donc ouais, je suis bilingue. Je parle anglais, mais je parle ch'ti aussi. Donc, je parle 3 langues. Et je parle créole aussi, donc pour des raisons complètement autres. Mais là, je m'égare. Donc voilà. Et donc, mon histoire, c'est ça. C'est que effectivement, je suis... et tous mes papiers d'identité disent que je suis née à Lille, etc. Mais je suis née à Paris, mais j'ai grandi à Lille. Parce que de 2 ans à aujourd'hui, c'est toujours tes mêmes parents. Ouais, j'ai pas changé. Voilà, non, j'ai pas changé. Donc, tu as eu une enfance stable, bien que... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Bien que les 2 premières années, c'est là où normalement on construit la confiance et le sécure, donc ça, c'est pas neutre non plus. Mais c'est peut-être ça en fait, qu'à un moment donné, tu as besoin de reconnaissance sociale. C'est peut-être ça qui fait qu'en fait, malgré en tout cas le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, qui est pas dégueulasse, tu vois, j'ai encore le syndrome de l'imposteur, tu vois, même si j'ai beaucoup de recul là-dessus. C'est vrai que tu as toujours besoin de reconnaissance, j'ai besoin, tu vois, et je le sais en fait, peut-être que ça vient de là,
N'empêche que, c'est vrai que quand tu dis aux gens « Ah, j'ai été abandonné ou adopté », d'un seul coup, tu obtiens l'empathie de la terre entière, ce qui peut être assez chiant en fait, parce que c'est super cool, mais les gens te consolent et je me retrouve moi à consoler les gens, en leur dire « Non, soyez pas tristes pour moi, c'est cool. C'est pas grave, ça va passer, tu sais, je l'ai bien vécu. » Je te jure, j'ai eu à manger tous les jours, tu vois, et en fait, je pense qu'il y a un peu des deux, c'est que d'un côté, tu as beaucoup de gens qui utilisent cette histoire, toutes les personnes qui ont été adoptées disent oui, mais tu comprends, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme running et comme excuse, en fait. Tu sais que ça génère tellement d'empathie chez l'autre que beaucoup de gens trouvent des excuses en disant ouais, mais tu comprends, c'est parce qu'il a été adopté. Et en fait, bon, déjà, moi, je trouve que c'est pitoyable. C'est terrible, en fait, mais même tu réduis la personne à ça. Mais tu as aussi beaucoup de gens qui utilisent ça aussi, tu vois, qui ont compris le truc, genre en disant oh, tiens, je vais pas aller travailler ce matin, mais c'est parce que j'étais adoptée. Mais j'extrapole, mais on n'en est pas loin des fois. Et donc j'ai trouvé que beaucoup de gens adoptés sont assez ingrats en fait, parce que quand tu connais en France le parcours que les gens doivent faire pour pouvoir adopter des enfants, c'est quand même la croix à la bannière. Et en général, globalement, quand on se casse la tête pendant 5 ans pour obtenir un gamin, c'est pas non plus pour faire complètement n'importe quoi. Après, les foyers, quand on entend Kenny Arcana, elle l'a pas vécu pareil, quoi. Ouais, mais c'est un foyer, c'est pas des parents, c'est pas des parents, tu vois. Moi, c'est pas pareil, un foyer. Moi, j'aurais pu justement, donc j'ai cette gratitude aussi, j'aurais pu rester dans un foyer toute ma vie. Là, on est d'accord que c'est pas la même chose. Moi, j'ai eu un couple de mes parents, un couple qui se sont battus pendant 5 ans pour m'adopter et qui, en plus, se sont battus pour m'avoir. Et donc, qui ont pris soin de moi. Et puis après, tu as des gens qui ont leurs vrais parents géniteurs et avec qui ça se passe mal aussi, tu vois. Donc, il n'y a aucune science exacte. Moi, je sais qu'en tout cas, ça a formé une base. Et quand je raconte donc ça, je suis loin de moi l'idée d'être dans le misérabilisme, en fait. C'est que juste, toi qui parlais d'expérience, de choses négatives, etc. Oui, ça pourrait s'assimiler à un truc négatif. Et en réalité, moi, j'en ai gardé le meilleur et je pense vraiment avoir eu beaucoup de chance dans ce malheur, en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses si je te dis votre passé définit qui vous êtes aujourd'hui et vos décisions définissent qui vous serez demain? C'est pas faux, mais pas que. Parce qu'en fait, ton passé, c'est ton passé. À partir du moment, je pense que tout le monde devrait aller faire des psychothérapies, tu vois. On est 7 milliards sur Terre. En fait, ça devrait être juste normal d'y aller, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, on a tous, peut-être à l'âge de 30 ans, l'envie de faire une introspection. Alors, bien évidemment, ma vie, mon œuvre, mon truc, machin, mais on est bien d'accord qu'en fait, tout ce qu'on s'est évertué à mettre dans des placards, ou tout notre déni, tu vois, qu'on a mis en place pour pouvoir survivre d'une façon ou d'une autre, c'est pas parce qu'on a décidé de faire 3 séances de yoga, une médite de 10 minutes, qu'on va réussir à sortir les doses, qu'on s'est bien arrangé, tu vois, et notre machine est bien trop complexe. Donc on devrait tous aller voir un psy. Et effectivement, c'est intéressant de connaître son passé, etc., pour justement comprendre, puisque la majorité d'entre nous sommes en réaction et non pas en action. Donc on est en réaction face à notre passé, qu'on n'analyse pas forcément. Donc quand tu fais une analyse, effectivement, déjà tu essaies de modifier et de dire cette histoire à la boulangerie quand j'ai volé des bons becs à 3 ans, elle va pas me flinguer toute ma vie, tu vois ce que je veux dire, elle va pas décider pour moi toute ma vie. Il va falloir un moment, donc il faut se prendre en main aussi, je pense, il y a ce truc-là. Et puis après, oui, tes décisions sont clairement, bien sûr, mais il n'y a pas que toi en fait. C'est ça le truc, autrement ce serait pas drôle. Si tu avais 100% de ton destin en main et si ça ne dépendait que de toi, ce serait même chiant en fait. Donc oui, tes décisions influent sur ton futur, mais les autres aussi. Et puis la façon dont tu navigues. Et il y avait un dessin qui tournait sur Instagram que j'aimais beaucoup, tu sais, avec une personne qui me dit mon master plan, ce que je prévois, la flèche comme ça, et la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ce que j'ai décidé et prévu, en général, ça se passe pas comme ça. Et malgré toute ma bonne volonté et ce que j'ai envie de faire, déjà tu luttes contre toi parce qu'en général tu peux procrastiner, tu peux faire plein de choses. Donc tu as décidé, mais ça veut pas dire que tu es responsable. Mais les autres sont influents aussi, quoi. Mais c'est la magie de la vie aussi. Et puis après, il faut naviguer. Et effectivement, tu parlais des échecs. Moi, je suis pas en mode management à l'américaine. Hey, you can make it happen, tu vois, c'est pas ça. Mais en fait, il n'y a aucune honte à avoir merdé. Il n'y a aucune honte à être tombé. En fait, je pense que la tristesse, c'est de ne rien faire et c'est pas tenter. Être en vie, c'est risquer des choses, c'est faire des choses. Et donc, c'est multiplier les choses et multiplier les expériences. Et en fait, tu peux pas avoir de grandes réussites si t'as pas eu plein d'échecs avant, en réalité. C'est comme si tu ne peux pas apprécier
des victoires, tu peux pas apprécier les choses. Si... C'est pour ça que c'est intéressant d'être dans un monde binaire, jour, nuit, etc. Les gens mettent tout en opposition, le mal, le bien. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en réalité, comment apprécier la lumière si tu sais pas ce qu'est l'obscurité? Comment apprécier le chaud si tu sais pas ce qu'est le froid? Et donc c'est chouette. Et puis après, tout ça en plus te permet à un moment donné de faire du tiède. Pas au sens chiant du terme, mais au sens fin et subtil du terme en fait. Il y a 3 couleurs primaires et avec ces 3 couleurs tu fais Tu fais un tas de choses avec toute la subtilité que ça engendre et c'est ça qui est formidable. Alors justement, on va recoller à des choses plus concrètes, ta vie. C'est très concret, hein, ça, voilà, bah, ceci oui. dit. Donc à 2 ans, t'as raté ch'ti et... Pas mal Richard, t'es un bon macho. Bah non, ma femme est psychologue, elle a passé son adolescence dans le Nord, donc on y va tout le temps. Ah, donc j'y connais, ok. Et là, du coup... Ça sent les fêtes de... Alors Richard, t'es dans le coin? La minute. Et du coup, t'as pas c'est n'importe quoi cette idée, je savais que c'était n'importe quoi. Et du coup, t'as pas grandi en banlieue parisienne, t'as grandi, voilà... Je suis Camini, moi, j'ai grandi dans un village. À Marly-Gaumont. Mais ouais, c'est ça, mais c'est pire, ça s'appelle Fournan-Web. Tu vois le nom, c'est similaire hein, dans le genre. Fournan-Web. Ouais. T'as vu, mon gang c'était des vaches. Et, mais je te jure, 1000 habitants, moi je découvre le rap à l'âge de 11 ans. Donc j'ai une énorme culture musicale, mais pop, variété française, jazz, reggae, on écoute vraiment de tout. Voilà, mais bien sûr, je regardais Michel Drucker, tu vois, à la télé, j'adorais ça. Et les garçons, tout ça. Mais oui, tout, mais j'ai cette culture. Moi, je vais même te dire comment j'ai découvert le rap. C'est un délire. Moi, comme toute gamine de 10 ans, évidemment, t'es fan d'un truc, etc. Je suis absolument fan d'un des premiers boys bands au monde qui s'appelle New Kid on the Block. New Kid on the Block, step by step. C'était plutôt pas mal en fait, avec du recul. J'ai plus si honte que ça du truc, tu vois. Parce qu'en vrai... Maintenant, avec le temps, tous les souvenirs sont bons. Ouais, mais même, je regarde le truc, tu sais, il y a eu tellement d'autres groupes qui sont plus discutables que je me dis, je ne citerai personne. Jamais. Mais New Kid on the Block, c'était quand même pas mal. J'étais amoureuse de Donnie Wahlberg, tu vois. Donc le frère de Mark Wahlberg. Et en fait, les mecs, en réalité, à l'époque, ils savaient breaker, ils dansaient, etc. C'était vachement bien foutu leur truc. Et en fait, ils parlaient de rap, mais je savais pas ce que c'était. Et je me souviens être allée dans les magazines, tu vois, de musique, ou même les Picsou et machin, pour voir, et dans le dictionnaire, pour voir ce que le mot rap voulait dire. Et en fait, ça n'existait pas. Et je crois qu'un an plus tard, je tombe sur l'émission d'Olivier Cachin sur M6. Rapline, première émission, deuxième, puisqu'il y avait eu Sydney avant, à chipper à choper sur TF1. Et Olivier Cachin, à M6 sur M6, 2h du matin, offrait une émission légendaire, Rapline. Et là, d'un seul coup, j'ai compris ce qu'était cet univers. Donc à 12 ans. 11 ans. Et ça a résonné en moi. Je ne peux pas t'expliquer ça. Comment t'expliques que ça ait résonné en toi, Marly-Gaumont? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comment tu fais la connexion? C'est la musique? C'est le chant? Il y a plein de choses. J'ai adoré la forme, mais en fait, j'ai surtout adoré le fond. Moi, à un moment donné, chez moi, et pourtant mes parents n'étaient pas du tout là-dessus, c'était des entrepreneurs dans les travaux publics. Mon père était géomètre, ma mère était gérante, rien à voir. Tu vois, moi, j'avais des posters de Malcolm X et de Mandela dans ma chambre, tu vois. Et j'ai pas cette éducation-là, en fait. Donc, ça posait pas de problème à mes parents, on s'en foutait, tu vois, mais c'était pas des discussions qu'on avait à la maison autour de la table sur le discours de Mandela, de Martin Luther King. Mais moi, j'ai découvert ça à travers le rap. Et en fait, je crois que moi, j'ai une aversion naturelle pour l'injustice. C'est très oui-oui à la plage de dire ça, mais je surréagis à l'injustice. Je suis d'un signe astrologique. Je ne fais pas l'horoscope à 2 balles de Femme Actuelle ou du Parisien, hein. Tout le respect que j'ai pour ces magazines. J'ai des doutes sur la façon dont ils traitent l'horoscope. Non, mais parce que l'horoscope, c'est quelque chose... Enfin, c'est une science qui est hyper respectable, en fait. L'astrologie, pas l'horoscope, l'astrologie, c'est... La science des astres est une grande science, mais elle est souvent réduite à un truc pas très intéressant. Mais pour le coup, mon signe, plutôt quand tu rencontres des cancers, etc., les gens sont souvent, pareil, hypersensibles sur les trucs d'injustice, etc. Donc je crois que c'est une nature. Peut-être que mon histoire a joué aussi. Quand j'étais à l'école, moi, le racisme, c'est des choses que j'ai connues très très vite. J'étais en école privée, Sainte-Marie-Beaucamp. Pour la peine, surtout à la campagne.
Dans les années 80, là. Ah bah oui, oui, c'est ça. Et Donc puis là, ouais. à la campagne, en plus de la campagne, si tu veux, on est dans un truc où je suis dans une école privée très élitiste, où tu as quelques personnes de classe populaire comme moi qui ont la chance d'y être. Et puis après, le reste du temps, c'est des gamines qui ont 10 ans qui se baladent avec des sacs Lanvin, c'est la famille Mullier, les gamins vont dans des rallyes, tu vois, pour faire de l'élevage Alors, un entre rallye, eux. pour les gens qui c'est pas, c'est des bourges. C'est de l'élevage, c'est de l'élevage. Voilà, C'est surtout, ne vous mélangez pas. C'est la grande Il y bourgeoisie. a la maman de telle famille, Voilà. la maman de telle famille qui organise, ils mettent tous les enfants ensemble, ils dansent ensemble, et après ça fait des petits... Ça fait des petits industriels. Des petits couples, voilà. Pour être sûr qu'en fait, les dynasties perdurent et qu'en fait, les gens se font de bons mariages. Voilà. Alors j'aime autant dire que j'ai été invitée aux anniversaires, mon rallye moyen, tu vois, jamais. Bah, tu sais, les mariages organisés, il y en a eu dans toutes les cultures, C'est et les rallyes, évidemment. c'est les mariages arrangés. La grande bourgeoisie voilà, française. c'est ça. Mais j'ai eu On la chance rigole, aussi mais de c'est rencontrer, assez classique, en fait. bien sûr, C'est pas- et c'est inhérent à tous les milieux en réalité, C'est ça. tu vois. Mais moi j'ai connu ça et en même temps super cool parce qu'encore une fois on était dans une espèce de mixité comme ça sociale dans cette école. J'aime autant te dire parce que pareil, quand j'écoutais du rap là-bas, personne n'écoutait, tu vois, donc c'était un peu lunaire. Mais très vite... Qu'est-ce qu'elle fait Ouais, Mais ils comprenaient pas, c'était compliqué. Et en fait, comme t'as pas à cet âge-là, t'as pas le vocabulaire à la hauteur de tes pensées. En plus, t'es incapable d'exprimer clairement, tu vois ce que je veux dire, la raison pour laquelle tu aimes cette musique et toutes les belles choses qui s'y trouvent, tu vois. Mais pour revenir à ta question, c'est vrai que quand j'avais 6, 7, 8 ans, moi, on m'insultait en fait. Alors ça dépendait si tu veux de l'été ou de l'hiver, tu vois. Je suis grise en hiver, donc on me prenait plutôt pour une maghrébine. En été, je suis très noire, donc... Et en fait, je rentrais chez moi, ma mère était blonde aux yeux verts, tu vois, et donc... elle l'est toujours d'ailleurs, mais elle me disait que... Donc elle me donnait elle me disait, ouais, t'es tombé dans le bol de chocolat, mais tu leur dis qu'en fait, ils sont blancs comme un cachet d'aspirine. Tu sais, ma mère, elle m'envoyait des punchlines, mais du coup, si tu veux... Donc c'était mignon, mais t'es dans un truc où... d'un seul coup, le fait que tes parents soient blancs, ça t'empêche de partir dans un extrême et dire c'est vraiment tous des connards, je milite, je deviens un pro-black, enfin, ce qui en plus n'a aucune raison d'être en France, par ailleurs. Ce qui se comprend aux États-Unis, en France, je ne pense pas. Même si il faut rééquilibrer toutes les inégalités parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Mais en même temps, je crois que c'est ça aussi qui me révoltait. Et moi, les injustices, je les ai subies d'une façon insidieuse à la campagne. Et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai aimé le rap. Et puis parce que de toute façon, dans l'absolu, très vite, moi, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans le monde, j'ai cette curiosité. Et il ne faut pas non plus être prix Nobel pour voir très vite, quand tu es jeune et adolescent, à quel point le monde crée des injustices, à quel point l'être humain crée des injustices. Et donc, c'est des choses qui m'ont touché particulièrement. Et le rap, j'ai toujours trouvé que le rap, en tout cas le rap de l'époque, mettait en exergue d'une jolie façon toutes ces injustices. Alors justement, le rap de l'époque, on va resituer un petit peu, parce que c'est pas tout à fait le même que le rap d'aujourd'hui. Je pense que tu seras d'accord pour dire ça. C'est vrai. Mais si je dis une connerie, n'hésite pas, parce que je vais en dire plein. J'ai hâte. Et si je me souviens bien, parce que là, on est dans les années 80. À cette époque-là. On n'est pas dans les années 90. 50, calme-toi, je suis pas si vieille que ça. Oui, on est dans les années 80. J'ai 40 ans, donc on ne doit pas être bien loin l'un de l'autre. Et il y a non, quoi j'ai 43, c'était dans les années 80. Donc en gros, c'était plutôt 90, début 90. Il y a qui à cette époque-là MC À cette Solar. époque, ouais. Ouais, si, il y a MC Solar. Et moi j'aimais bien. Alors, on me dit, oh, c'est pas du rap. Je dis, bah, ouais, quand même. Bien sûr que c'est du rap. Je sais pas qui dit que c'est pas du rap. C'est évidemment du rap. Il y a IAM, il y a NTM, il y a MC Solar, il y a Timide et Sans Complexe, il y a. T'as JND, t'as des groupes plus pointus, t'as déjà les cassettes de Radio Nova qui tournent un petit peu à l'époque avec Cut Killer, et puis t'as le rap américain. Et donc moi, ma grande découverte, mon premier disque de rap, ça va te faire beaucoup rire, c'est Public Enemy. Et c'est l'album Fur of the Black Planet. Et donc on était chez Auchan avec mes parents comme toutes les semaines. Moi, je suis une tannée, tu vois, je suis fatigante, je sais que je suis emboulée. C'est quand je veux un truc, je lâche rien. Et il y avait encore des rayons CD, tu vois, dans les supermarchés. Je me souviens. Tu te souviens? Et je gonflais mes parents, mais je les ai tannés. Oui, je veux cet album. Mais en fait, mes parents, pour que j'arrête de les gonfler, m'ont acheté Fur of the Black Planet de Public Enemy. Ils l'ont foutu dans le caddie en me disant, maintenant, t'arrêtes de nous gonfler. Ok, on l'achète. Et en fait... c'est un album hyper engagé, hyper révolutionnaire, hyper hardcore, tu vois ce que je veux dire.
Mon père a pas super kiffé le fait au départ que j'écoutais du rap, tu vois. Il se disait, mais comment ça, un groupe qui s'appelle Nique ta mère? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Tu l'as vu, ta mère? Ouais, voilà, mais je te jure, mais c'était un peu ça. Et puis tu étais là et t'expliques que c'est pas comme ça. C'était compliqué, mais ça y est, j'étais colonisée. Beaucoup mieux chez moi que NTM, tu vois. Bah, tout le monde. Évidemment. Après, le rap, il n'a pas changé. C'est que le rap est devenu un véritable style musical à part entière. Et que dans ce style musical, au même titre que le rock, eh ben, tu y retrouves, tu vois, dans le rock, tu peux y classer le heavy metal, tu peux y classer la pop, tu peux y classer, tu vois, un tas de choses dans le rock, en fait. Oasis, c'est pas Slayer. Tu vois, enfin, Gojira, eh ben, c'est pas Lenny Kravitz. Et pour autant, si tu les classifies dans le même truc d'une façon très large. Et le rap, c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'aujourd'hui, des rappeurs engagés, il y en a, mais le truc, c'est que globalement, il y a beaucoup de rap qu'on va dire bling-bling pour faire gros, qu'on voit plus, qui sont plus visibles. Mais il y a des beaux textes, il y a aussi des beaux... mais il faut aller chercher un peu plus, quoi. Si tu veux, le rap était forcément conscient à l'époque. Donc c'est un pléonasme. Le rap avait pour cahier des charges, durant facilement 15 ans, de forcément dénoncer des choses, offrir une écriture, offrir une plume, offrir des métaphores, dire des choses. Il fallait y trouver des thèmes, il fallait y trouver des... Enfin, tu vois, c'est le cahier des charges. Le rap conscient est devenu un style dans le rap. Tu vois, c'est ça. Donc tu as de la pop, aujourd'hui tu as des rappeurs qui sont entre le chant, le machin, tu as ceux qui sont dans l'ego trip, et ça a toujours existé, l'ego trip dans le rap c'est l'une des disciplines. Après tu as ceux qui sont plus dans le truc trash, je vends des trucs dans la rue, je suis une Kaira, etc. Mais ça existe depuis très longtemps, depuis l'époque de la mafia Quinfri ou Express D. Et en fait, après tu as des choses beaucoup plus de l'ordre de l'entertainment. Évidemment, il y a une espèce de résistance en France depuis toujours. Ce qui est aberrant, c'est qu'on a gagné la guerre en réalité, mais il y a une résistance encore aujourd'hui en 2021, alors que le rap c'est la musique la plus écoutée au monde, y compris la France. La France n'échappe pas à cette règle. Et elle n'est pas écoutée seulement dans les banlieues. Là. Tu parles à n'importe quel gamin du 7e arrondissement, de Cannes, de Bruay-les-Mines, de Bretagne. Moi, ma belle-sœur, elle écoutait Orelsan dans la voiture. Voilà. Je connais Orelsan, toi. Mais je veux dire, c'est même plus un débat. Est-ce que le rap est la musique la plus écoutée en France? Oui, puisque c'est la musique populaire par excellence. Et ça, dans tous les milieux et dans tous les univers. Donc c'est même plus un débat. Sauf qu'en fait, on a des élites, on a des gens qui dirigent certains médias qui font preuve de résistance, faute de connaissance de ce milieu. Et donc du coup, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est certainement les choses les plus abordables pour eux. Et donc les choses plus en rondeur. Ils vont mettre Soprano. Et d'ailleurs, je suis heureuse, par exemple, pour Soprano, et je suis heureuse de ce qui lui arrive. C'est formidable ce qu'il fait Soprano. Mais c'est sous une forme différente de psychiatre de la rime, par exemple. Par exemple, Lino, pour moi, je trouve que c'est un pont, je trouve, parce qu'il a les paroles et il a aussi le musical au-dessus. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas mis en avant, sachant que tu peux pas dire il sait pas faire une phrase, quoi, tu vois. Lino est un génie de l'écriture, est un génie. Et pourquoi alors il n'est pas mis en avant comme caution du rap intelligent? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il n'est pas... Exactement, pour les raisons que je viens de t'énoncer. Tu sais, il y a une résistance et qui est pas si subliminale que ça, tu vois, mais je sais pas, mais je pense que la résistance, elle est certainement due à la peur, à l'ignorance. De toute façon, l'ignorance génère souvent de la peur, évidemment. Et en gros, ils vont dire, beaucoup de décideurs comme ça vont dire, bon, on va mettre lui, on va le mettre, ok, bon, ça y est, on décrypte, ok, bon, c'est bon, il parle bien, ok, lui, mais on va pas en mettre 150, en fait, tu vois. Et puis, je crois que Lino a pas forcément envie de faire les singes savants. Il n'a pas forcément envie de se justifier face à des chroniqueurs ou des journalistes qui vont lui dire... le rap à quelqu'un, je lui enverrai plutôt du Lino. C'est dense, hein, Lino, attention. Hein. C'est-à-dire que même moi qui suis très... j'ai l'oreille habituée, Lino, je suis obligée de réécouter et de m'y reprendre à au moins facilement 5 reprises pour cerner toute la subtilité de ses textes. Vraiment, mais c'est pour ça que j'enverrai à quelqu'un, parce que musicalement c'est proche de... Bien sûr. Il y a des cantatrices, il y a un peu de classique, enfin, tu vois, ça fait le lien. Ouais. C'est pas des sons bizarres, tu vois. Et puis les paroles, si t'écoutes pas, c'est joli, et si t'écoutes, tu te dis, ah tiens, ah ouais quand même. C'est vrai, mais je pense à Oxmo, je pense à Kerry James, je pense à beaucoup d'entre eux. Ouais. Et demi-portion, plein de gens qui écrivent extrêmement bien, tu vois, mais c'est vrai que... ça reste, c'est drôle, assez opaque pour beaucoup de monde.
Et je crois que bon, les choses sont en train de changer, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont grandi avec le rap, qui écoutent cette musique, qui eux-mêmes ont investi les matrices médiatiques, etc., et pour qui ce n'est plus un sujet, et qui spontanément vont décider d'interviewer un rappeur au même titre qu'un auteur de bouquin ou qu'un réalisateur de film. Tu vois? Donc les choses changent avec le temps. Bien sûr, et les choses changent avec le temps. Face au porte-parole d'ailleurs des amis de Zemmour. Ils étaient sur le même plateau. Là, ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Et pour autant, voilà, mais c'était cool. Après, t'as pas toujours envie d'être face à des gens qui vont dire oh, mais c'est formidable! Vous savez que le verbe croiver n'existe pas? Mais c'est magnifique! Vraiment? Mais vous êtes donc un singe savant! Tu vois, ça fait un peu ça, tu vois. Ministrel, vous êtes beaucoup plus intelligent qu'on le pense. Et puis après, tu risques d'avoir un chroniqueur qui dit oui, mais quand vous avez dit en 1992 ça, n'est-ce pas un peu misogyne? Et là, tu sais, on reçoit les rappeurs en médias généralistes de moins en moins. Mais durant des années, ça a été, ok, la veille d'un débat sur le voile, le lendemain d'un attentat, putain, on va appeler un rappeur. Alors lui, il connaît le sujet. Alors que le mec, il a juste envie de parler de son art. Et il a juste envie d'avoir des gens qui le connaissent et qui le respectent. Et donc, du coup, on s'est très vite dans cet univers rendu compte qu'il fallait créer, et donc c'est là où on rejoint l'entrepreneuriat, nos propres médias, nos propres plateformes, et ne pas être tributaire, tu vois, d'une industrie qui ne comprend pas ce que nous sommes. Et donc, industrie qui est en décomposition en plus. Par ailleurs. Ça veut dire la télé, les disques imprimés, tout ça, machin, voilà. ça bien, ils ont bien pris cher. Bien sûr. Et puis c'est pas fini. Et du coup, bien sûr. Et là, du coup, les rappeurs ont appris à créer tous ces supports et ces outils pour s'auto-promouvoir. Et du coup, ils ont réussi à prendre une place et à vendre et à vivre, et même à très bien vivre et à exister sans être tributaire de toute cette autre sphère, tu vois, qui n'a pas forcément été très élégante à l'encontre envers tous ces protagonistes. Et du coup, les mecs aujourd'hui ont le choix. Et ils disent, mais qu'est-ce que je vais aller m'emmerder dans cette émission? J'ai rien à prouver là-bas, quoi. Ben, j'ai rien à prouver. Donc j'y vais si je suis bien reçu, si on me reçoit avec respect, et si on a un échange, tu vois, instructif, nourrissant et encore une fois respectueux. Ou alors pourquoi je vais aller dans ce bourbier qui va être monté, qui va être machin, on va chercher à faire du buzz. Ça n'a pas de sens. Et ça n'est même plus utile aujourd'hui, puisqu'en fait les mecs ont réussi à créer une économie et des outils qui font Internet. Entre YouTube, autres, Internet, sûr, Spotify, etc. Bien sûr. Et toi alors, du coup, tu as 18 ans, 16 ans, et tu es toujours à Marly-Gaumont. Ouais. Hein? Fourne en web, j'y tiens, fourne en web. Ça claque plus que Marly-Gaumont, même, tu vois. Fourne en web. Ouais. Et comment parce que ça veut dire que tu as commencé à 16 ans à manager des groupes? Non, à l'âge de... Écoute, j'ai passé mon bac. Je vais t'épargner l'histoire des Fujis que j'ai raconté 150 milliards de fois, mais c'est vrai que par hasard, je rencontre les Fujis qui me donnent... Voilà, exactement. Voilà. Et là, tu as les étincelles. Et là, je dis, mais j'avais fait un BTS force de vente. Enfin, j'avais fait un mois. On m'avait demandé de vendre des porte-clés à l'effigie de Saint-Jean-Baptiste de la Salle dans la rue de Lille. Tu vois, on était tous endimanchés en tant que bons VRP qui se respectent. Dès que j'approchais d'une petite mamie, parce que globalement, c'est une petite mamie que tu peux vendre un porte-clés éclaté au sol en milieu de semaine, l'après-midi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'arrivais, je me disais, non! Bon, ben, tu sais... Le sac à main. Donc, j'aime autant te dire que malgré tout mon bagou, j'ai vendu rien, tu vois. Et que les plus mal dégourdis, tu vois, ils avaient vendu 10 porte-clés, tu vois, ils me disaient, ah ouais, je crois que ça va me gonfler, tu vois. C'est pas du tout ce que je vois pour mon avenir. Et en parallèle, du coup, je rencontre les Fujis, ils me font découvrir ce qui est vraiment l'envers du décor, l'organisation d'un concert. Je tombe sur le fameux Olivier Cachin, qui est resté un ami et qui est un ami aujourd'hui. C'est assez drôle. Et donc, à l'époque, j'ai 18 ans et je découvre cet univers et je dis à mes parents, j'arrête l'école, c'est ça que je veux faire. Ils m'ont dit, super. Mais quelle bonne idée! Bien, Juliette, bien! Mais bravo! On a bien fait d'acheter le donc, CD à Auchan, hein? Exactement! Hein? On a bien fait de se saigner pour te payer des études, tu vois, qui nous ont coûté un bras, tu vois. Et ils m'ont dit, bah, c'est simple, soit tu restes à la maison, et soit tu travailles, soit tu restes à l'école, mais tu restes pas à la maison sans rien faire. Autrement, tu pars. Alors, eux me disent ça, convaincus que je dis, bon, je vais attendre un peu, je reste à l'école, je dis, ok, je pars. C'était pas super prêt pour ça. Mais on n'était pas en embrouille, tu vois. Et là, il y a ta maman qui dit non, reste. Exactement. Et mon père qui a dit non, bah qu'elle se démerde puisqu'elle veut faire la grande, tu vois.
Et donc, du coup, j'aurais dit, écoutez, Classique. je vais pas loin, la base, je vais pas loin. Évidemment, je les appelais à peu près 150 fois par jour pour leur dire que je n'étais pas morte, que tout allait bien, etc. Pas particulièrement malheur. Ils étaient inquiets, tu vois, pour moi. Mais du coup, je suis allée vivre chez des amis qu'ils connaissaient, des potes à moi, etc. Et puis, de fil en aiguille, je me suis débrouillée pour me faire embaucher dans une salle de concert à l'Aéronef par Hervé Bordier et Manu Baron, qui montait un festival hip-hop qui s'appelait Pas de quartier. Et donc, j'ai pu revenir chez mes parents. Après, j'ai repris un appartement, etc. Mais c'était cool, en fait. Enfin, tu vois, il n'y a jamais eu d'embrouille, mais il fallait aussi que je prouve. Et en fait, je les remercie d'avoir été aussi dur quelque part. Parce que peut-être que j'aurais été une Tanguy, tu vois, j'aurais rien fait. Tu vois, et au bout d'un moment, il faut mettre un électrochoc. La vie, c'est pas ça, en fait. Tu veux des trucs, bah, va jusqu'au bout de ton game, tu vois. Je pense que ça leur a crevé le cœur, ça leur a arraché le cœur. Que je parte aussitôt, etc. Mais n'empêche que finalement, c'était tu vois, c'était un bon apéro pour ce qui m'attendait par la suite, tu vois, en plus, tu vois. Donc, mais j'ai commencé comme ça. Puis toi, tu savais que tu avais un filet de sécurité et tu avais une confiance quand même, tu vois. Ouais, en même temps, j'aurais lâché, pas... Non, voilà, j'étais pas... À Paris, j'avais moyennement un filet de sécurité quand je suis partie à Paris manager des groupes. Donc, un an et demi plus tard, j'avais rencontré beaucoup de gens à l'aéronef. Tu parlais de Calbo tout à l'heure, mais je connais très bien Calbo, Lino, parce que moi, je les ai rencontrés en étant à Lille et j'avais 18 ans et ils n'étaient pas beaucoup plus vieux que moi. Je crois qu'ils avaient 20 ans à l'époque. Donc, nous, on se connaît de cette époque, tu vois. Et des groupes de rap m'ont proposé de les manager sur Paris et là, je suis descendue sur Paris. Et là, ça a été plus complexe. Parce que même si j'étais protégée par les gars avec qui je travaillais, etc., là, j'étais réellement sans filet. Et puis, il n'y avait plus que la passion, en fait, qui me tenait. Tu vois ce que je veux dire? Je gagnais très peu d'argent, Parce c'était que comment compliqué. ça se passe quand tu dis je manage des groupes? Ça veut dire que tu es obligé d'aller contacter des rappeurs, Non, que c'est tu eux leur qui dis m'ont je fait vais venir. m'occuper de toi. Enfin, à 18 ans, ça me paraît chaud. Comment ça se passe là? En l'occurrence, j'avais 19 ans et demi, et un groupe qui s'appelle Bougotop, dont fait partie Doudou Masta, qui a créé un collectif en fait de rappeurs, DJ, Singé, etc., qui avait son propre studio d'enregistrement, ils étaient 25, et en fait les producteurs de ce collectif, dont Doudou Masta, m'ont proposé de faire le management, donc de descendre de Lille pour venir sur Paris pour faire le management. Alors explique, parce que pour moi, un manager, c'est un mec qui a de l'expérience, ou une nana, hein, peu importe, et qui du coup va apporter son expérience en disant écoute, il faut faire comme ci, comme ça. J'en avais pas de ouf, mais j'en avais un peu parce que comme j'avais travaillé pendant 1 an et demi dans une salle de concert et que je faisais à la fois de la communication, que je connaissais déjà pas mal de monde, puisque c'est une salle de... L'Aéronef, c'est une salle de concert légendaire qui existe encore aujourd'hui, qui a plus de 2000 ouais, une capacité de 2000 places et qui avait une programmation à l'époque de, je crois, 5 concerts par semaine. Donc du coup, tu rencontres du monde, tu comprends très vite le travail de manager, tu cernes le travail des attachés de presse, tu vois le travail des chefs de projet. Quand tu es à un poste de contrôle comme ça, quand tu es sur une salle de concert aussi active, tu vois un peu tous les postes, tu travailles avec tous les postes, tu collabores avec tous les postes. Et donc au bout d'un moment, être un manager, c'est avant tout être capable d'aller vendre un groupe, c'est capable d'aller le défendre, c'est capable de... Il faut avoir un carnet d'adresses, connaître des gens pour pouvoir ouvrir les portes, etc. Et ça j'avais déjà commencé à le faire à Lille, en fait, tu vois. Et puis après, j'étais speed, moi. J'étais une pile électrique. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais déterminée. Et il n'y avait peut-être pas de manager en place déjà Il y en avait, mais... Il y en avait. Pourquoi ils t'ont choisi toi plutôt que de prendre quelqu'un? C'était au feeling, au contact? C'était... Ils m'ont vu bosser en étant dans le Nord, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai été vraiment, je te dis, speed. Speed, je pense que j'étais plutôt efficace compte tenu de mon jeune âge. Et j'étais motivée. Et ils se sont dit, mais pourquoi pas, en fait? Tu vois, pourquoi pas elle plus qu'un autre? Bien sûr qu'après, les gros managers ont l'embarras du choix. Mais il s'avère qu'à l'époque, c'est une histoire de connexion aussi avec les gens et de bonne entente. Quand tu es manager, tu t'occupes plus de la vie des autres que de ta propre vie, en fait. C'est-à-dire? Bah, quelque part, toi, tu te lèves le matin et tu dédies ta vie à la réussite d'autrui et de ton artiste ou de ton, tu vois, de ton sportif, si tu es agent. Et puis peut-être, si lui réussit, tu finiras par être payé, tu vois, puisqu'un manager... Parce qu'au début, tu n'es pas payé? Tu prends 20% de ce que tu génères quand tu es manager. Tu n'es pas payé pour être manager, tu vois. Certains managers, alors eux, on avait décidé d'un fee quand même, il ne fallait pas déconner non plus. Je descendais de Lille, donc il fallait quand même que, tu vois, payer le loyer, je fasse une... Voilà, exactement. Mais j'avais un super mini fee. Et puis en plus, je faisais de la communication, on peut la dire promo. combien pour que les gens se donnent un... Oh, j'étais à 500... Tu vas rigoler, j'étais à 500 €.
Donc c'est quoi, en par mois. 1985, donc en 2000? Non, 98, 80, Ah, 98, 90, ouais, 2000. D'accord, donc Ouais, j'avais 20 aujourd'hui ans. ça fait 700 quoi. Voilà. Pour donner. Non, Ouais, ou c'est resté à 500 ouais, ouais, peut-être c'était 700, ouais, 700 euros. en équivalent aujourd'hui, quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. en gros, c'est important, je En pense, de gros, donner c'était des chaud. ordres de grandeur. Ouais, Tu payes le loyer tout juste et après, bah voilà, ça après, c'est suffit pas chaud. quoi. Voilà. Voilà. Et encore une fois, tu sais, moi, à chaque fois, je décide de quitter l'école, ok, si je fais ce pas-là, c'est pas pour faire des colliers de nouilles. Je décide de partir de chez mes parents, c'est pas pour faire des colliers de nouilles. Je décide de quitter ma ville ou ma Pas famille, pour vendre des etc. porte-clés. C'est pas pour vendre des porte-clés, en plus, tu vois. Je descends sur Paris, c'est pas pour enfiler des perles. Parce que déjà là, à partir de ce moment-là, j'avais déjà fait beaucoup de sacrifices. Et j'avais déjà sauté tu vois, d'immeubles de 50 étages. Ça y est, j'avais fait le... Donc, tu te dis au bout d'un moment, j'ai trop investi pour faire demi-tour. Et c'est ce que je me suis toujours dit toute ma vie, en fait. Donc, il y a eu des moments extrêmement difficiles. J'ai pas trouvé un appartement tout de suite. En plus, il y a eu toutes les galères qu'en fait, tu peux imaginer. Et puis, finalement, j'ai été embauchée dans une maison de disques à l'âge de 21 ans, chez Next Music, qui était la plus grosse maison de disques indépendante d'Europe. L'une des personnes que j'admire le plus au monde, qui est décédée maintenant, paix à son âme, Patrick Colleoni, qui était un grand DA, m'a proposé un poste de chef de projet. Et à partir de ce moment-là, à 21 ans, j'ai trouvé une espèce d'équilibre, tu vois, où d'un seul coup j'ai une fiche de paie, je suis en CDI. Ouais, voilà, Je suis il y a dans un une bureau. transition parce que quand tu étais à l'aéronef, tu étais feuille de paye. Ouais, mais en CDD, tu vois. Donc Voilà, ça oui, mais restait, c'était, voilà, t'avais ouais. un patron Ouais. salarié, t'apprends. Ouais. Là. Après, tu te dis, je me lance parce que Je fais 2 ans en je vais galère. tout niquer, Ouais. je vais tout Je fais défoncer. 2 ans où c'est très compliqué, mais où Et là, tu j'apprends. te dis, waouh, oh, là, Chaud. c'est. Mais j'apprends en même temps, si tu Bien veux. sûr. C'est-à-dire que j'ai de la chance de... Donc je travaille avec Bougotop, je travaille avec Rude Lion, qui est une légende, qui était un peu le Tupac français. Je travaille avec Expression Directe. Puis moi, je suis dans des milieux très durs. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas dans le rap. Je suis dans le rap vraiment KRA, tu vois, le rap très gang, etc., très street. Et à l'époque, globalement, quand les mecs ils disaient des trucs dans des textes, globalement, ils l'avaient fait aussi dans la vraie vie. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est vraiment des narrateurs de choses qui se passent en dehors de leur vie. C'était pas la même chose à cette époque-là. Mais j'ai été très protégée, moi, par tous ces mecs-là. Mais en même temps, effectivement, on était tous très jeunes déjà. On essayait tous de s'en sortir. Mais j'ai managé, je te dis, Express D, qui était un groupe déjà légendaire. Et c'est grâce à Express D, d'ailleurs, que j'ai connu Monsieur Patrick Colleoni, qui m'a ensuite... tu vois, parce que c'était quand même le festival. Express D était connu pour... bon, bref, il s'était fait virer d'Universal pour des raisons sombres. Pas du tout dû aux ventes de disques, dû justement au fait que ils étaient trash, les mecs, tu vois, à l'époque. Et du coup, ça se passe mal avec Universal. Ils cherchent une maison de disques. Ils signent chez Patrick Colleoni, donc Next Music, avec ce DA. Et je deviens vraiment pote avec ce monsieur, qui était un grand monsieur de la musique. Et à un moment donné, il me propose un poste de chef de projet. Et d'un seul coup, effectivement, je retrouve un équilibre. Et j'apprends encore un autre métier. Mais là, il y a un truc que je comprends pas, c'est que si tu manages des groupes qui sont connus et qui ont de l'ampleur, comment ça se fait que toi, t'arrives pas à vivre? Alors, l'économiste, ta question est hyper pertinente. C'est qu'en fait, tout ce qui brille n'est pas or, t'es bien au courant. Et dans la musique... Il y a même de l'or fourré au tungstène. T'as capté? Donc voilà. Et en fait, le problème, c'est que les artistes peuvent être très connus sans pour autant générer beaucoup d'argent. T'as des périodes où ça génère beaucoup d'argent. Tu peux être très populaire et en même temps pas vraiment brasser. Mais encore aujourd'hui, finalement, quand tu vois que les mecs ils vont taper 1 milliard de streams, mais quand tu vois les répartitions, tu dis waouh, il doit être milliardaire. Bah pas du tout en fait, puisque la répartition c'est 0,01 centime, tu vois, le clic. Enfin, Tu mais tu fais des concerts vraiment... dans ce cas, dans les oui, concerts, oui, bien sûr. Non, bien ça, sûr. je sais pas, tu mais me ça dis, dépend des j'en sais époques, rien. des trucs. En tout cas, pour ma part, c'était pas super rémunérateur. Ça allait, mais c'était pas du tout l'Amérique. Et en fait, effectivement, dans toute vie de manager, mais de parce que toute eux façon, vivaient pas si bien que ça, quoi. non, ils se démerdaient, mais c'était pas non plus l'Amérique. Ouais, c'est ça, ils Et roulaient en plus, pas quand sur tu es un groupe et que tu as 4 personnes ou un groupe de 25 personnes, un collectif, en plus, amuse-toi à répartir les cachets, etc. Il y a aussi ce truc-là, tu vois. Plus il y a de monde, moins il y a d'argent. Donc ouais, on se démerdait, mais c'était pas un truc de fou, en fait. Et j'avais envie tu vois, en tout cas de sécurité.
ça faisait déjà presque 2 ans que j'étais en mode, bon, allez... Là, t'as mangé des cailloux pendant 2 ans, quoi. Ouais. Voilà, donc ça fait Mais des dents, j'ai au bout appris, d'un quoi. moment, Ouais, exactement. Et là, la maison de disque, c'est... Ouais, Ça y est, j'ai droit à une vie, quoi. exactement. Et puis, j'apprends beaucoup de choses. Donc, ça va te plaire. J'ai une aversion pour ce truc-là, mais les Profit and Lost, justement, les PNL. Les PNL, moi, Les quand on m'a dit il y a PNL. PNL à la radio, j'ai dit, Tu bon, vois, ils se mettent à la cool. compta. Qui est Profit, qui est Lost. Qui est Profit, qui est Lost. Eh ben oui. Mais t'es trop con. On me le dit souvent. Mais merci. j'adore. Mais... c'est très très bon. Mais je te jure qu'en plus, quand j'ai entendu le nom de ce groupe la première fois, j'ai pensé à mes tableaux. Moi, je suis sûre que c'est vrai. C'est un truc de... T'as vu le dernier PNL, quoi? Qu'est-ce qui s'est Non, passé? non, j'ai rien fait. On a paumé combien, tu sais? Mais pourtant, j'avais fait un provisionnel. Parce que donc PNL, c'est Profit and Loss, et en français, c'est le compte de résultat. Vous mettez d'un côté les charges, de l'autre côté le résultat. Ouais. Et puis quand il y en a trop d'un côté, vous gagnez. Puis Quand t'es à moins, c'est pas cool. Ouais, voilà, exactement. Et ça se dit PNL en anglais. PNL. Voilà. Et en maison de disque, on avait ces tableurs de Profit and Loss, parce que quand tu signais ou quand tu travaillais sur un artiste ou des artistes, tu avais les budgets marketing, tu avais les avances, tu avais le retour sur investissement, donc on était obligé de faire des PNL. Là, c'était cadré, quoi. Ouais, c'était hyper cadré. Et puis j'ai appris, moi, à faire ça, donc j'ai appris plein de choses. J'ai eu la chance d'aller signer des artistes un petit peu partout dans le monde. J'ai beaucoup travaillé dans le reggae aussi, la musique africaine, avec des Sommité, des Taboulé Rochereau, des Papa Wemba, des Koffi Olomide, des Magic System, des Sekou Bambino. Enfin, j'ai vraiment travaillé avec des grands. J'ai découvert aussi, enfin, je connaissais déjà, mais Kassav, parce qu'on avait une partie du catalogue de Kassav, donc on travaillait avec Jacob de Varieux, paix à son âme. Et pour le coup, donc j'étais à la fois dans le rap, mais aussi dans le reggae, avec du coup les Capleton, Sizzla, Bounty Killer, Israel Vibration, etc. Et en fait, comme on était une maison disque indépendante, à l'inverse des majors, si tu veux, quand une major va signer chez Universal aux États-Unis, Beyoncé, forcément Beyoncé, arrive chez Universal France ou Universal Japon. Alors que quand tu es en maison de disque indépendante, d'où l'intérêt du Midem, par exemple, cet énorme événement qui est un peu plus petit maintenant, mais pour le coup, c'est un peu le marché indépendant. C'est-à-dire que toi, tu vas signer en artiste, dans une maison de disque indépendante. Je te signe, toi, Richard, ok? Mais ce qu'il veut... Ouais, non, pardon. je te signe. Non, c'est pour les ouais, mais... j'y pense depuis tout à l'heure, j'y pense. Depuis que tu m'as fait le style, il y a un truc. Je sais pas quoi encore, mais j'y pense. Je ferai un profit and loss quand même, déjà sur toi, parce que je pense que t'es pas gratos. Tu n'es pas le genre d'artiste qu'on peut rouler dans la farine, Richard. Bien sûr que non, Juliette. C'est d'ici, ferme les yeux. Ta mère. C'est une bonne méthode, ça. Quand j'y pense, j'ai y réfléchir. Et en fait, quand tu es en maison disque indépendante, tu signes un artiste, mais cet artiste-là, tu peux le signer pour l'Europe, pour le monde, ou simplement pour la France. Et en fait, moi, j'allais en Jamaïque signer des artistes, par exemple, et en fait, j'avais l'exclusivité sur tel album de Capleton pour le monde. Et du coup, ou alors pour l'Europe. Et du coup, c'est moi qui allais voir une maison disque similaire en Allemagne, en Angleterre, en Italie, pour leur donner une licence. Excellent. Et de la distribution, etc. Mais je faisais ça, j'avais 22, 23, Voilà, 24 ans, c'est tu vois. génial, là, Et donc, tu fais le tour du monde. Ça, ouais. Comme en plus, je suis en maison de disque indépendante, j'ai le temps de te dire qu'on était dans un asile, c'était des punks, tu vois. Personne te casse le pied avec le CO2 parce qu'on sait pas ce que c'est à l'époque. Ça, c'est vrai qu'à l'époque, on se pose pas trop la question, c'est vrai. C'est Donc, très du coup, drôle, c'est- on bosse comme des psychopathes, mais c'est très rock'n'roll, tu vois. C'est vraiment très C'est la vie rock'n'roll. intense, quoi. Tu bois du vieux cognac avec gourou, tu vois, dans des clubs de jazz à 4h du matin, à Cannes, tu vois ce que je veux dire. Et là, d'un seul coup, tu vois, on est vraiment plus sur la musique. On est Profit and Lost, ok, mais les maisons de disques indépendantes ont toujours été vachement plus sur l'artistique, la musique, on est des artisans. Et est-ce que ça t'a permis de comprendre, de dire, ah bah tiens, quand je manageais des groupes, en fait, il se passait ça bien sûr. derrière. Et... Tu comprends le revers de la médaille, bien sûr. Évidemment. Et là, Et tu tu te dis, comprends je vais la retourner psychologie. Ou genre, je vais tout... Enfin... Moi, la maison de disque, en l'occurrence, j'ai aimé être dans une maison de disque indépendante. Je crois que j'aurais jamais survécu en major. Parce qu'en major,
il y a un côté beaucoup plus cadré. Là, si tu veux, moi j'ai travaillé sur des albums, des fois, des Fatal Picard, de Ceux qui marchent debout, de Gojira, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les autres chefs de projet et DA, finalement, quelque part, quand tu es en maison de disque indépendante, tu as plein de casquettes et tu bosses sur les projets des autres aussi, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, tu t'y intéresses et tu essaies de mettre c'est aussi... le bureau d'à côté, on discute. Exactement. Chacun ses Ce que tu chantiers. trouves très Voilà. peu en major. En major, tout ça est beaucoup plus politique, tout ça est beaucoup plus institutionnalisé, tout ça est beaucoup plus... Il y a des étages. Ouais, voilà. Et moi, je suis un peu mobile, enfant sauvage, donc j'aurais pas kiffé en fait. Donc du coup, en fait, j'ai fait un peu le tour de tout ça, mais ça m'a permis d'apprendre ça et puis j'ai arrêté à 26 ans. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que j'avais fait le tour Ouais. et que je m'ennuyais. T'as fait 3 fois le tour du monde, tu dis bon, allez. J'ai fait le tour du monde, c'était très cool. Je travaillais sur des albums, typiquement Magic System, c'était quand même la science-fiction. On vend 1 300 000 albums. Ça, je connais Magic System, c'est la Premier musique gaou même. qui aurait parié là-dessus, quoi, tu vois. Ouais. 1 300 000 albums en physique, tu vois. On a eu des énormes succès. Et puis, ouais, j'ai eu envie de faire autre chose. 26 ans. Et qu'est-ce qui te pousse à faire autre chose? C'est d'être salarié, c'est de dire je peux quand même pas faire comme j'ai envie, c'est... Le fait qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond, en fait. Une fois que tu maîtrises ton truc et que tu captes, tu vois. En plus, ça a commencé aussi en plus à être la crise du disque, tu vois. Quelle année? T'es en... J'avais 25, 26 ans, donc on est... c'était les calculs, c'est toi qui calcules, je suis né en 78. 26, 2004? Ouais, 2004. Donc le disque commence à se casser la figure. Avec le téléchargement, non pas Téléchargement, encore e-mule, machin. Certains, tu voyais des boss de maison de disques qui disaient « Mais c'est pas grave, on va faire des plus belles pochettes de disques. » Je n'y crois pas une seconde. Internet, j'y crois pas. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Mais je te jure. Et là, tu dis je suis moyennement sûr de ta vision, là. Ça va peut-être marcher un peu. Tu vois? Et c'est difficile, et il y a moins de budget, il y a moins de trucs, c'est la crise du disque, et c'était une catastrophe à l'époque. Et donc du coup, ouais, ils ont inventé les DRM, on a inventé tous les mécanismes de déni possibles et imaginables. Merci. C'était les phases du deuil. C'est ça. Au début, c'est ça. Internet. Quoi? Mais non. Comment? Ma femme m'a trompé? Quoi? Je te jure. Après, c'était... Eh ben, DRM, allez, hop, c'est pas possible. La colère, le déni, la colère. Et puis au bout d'un moment, t'as Spotify, les phases d'acceptation. Mais non, mais ça a été très long. La France, on met toujours beaucoup de temps, hein, tu vois, c'est quand même. Un Midem, je me souviens d'avoir l'un des plus gros boss de Major, dont je tairai le nom, faire une conférence et dire téléchargement, mais j'y crois pas. Les gens veulent plus. On va arrêter des boîtiers cristal classiques, on va faire des digipacks en carton, des plus belles pochettes, hop hop hop, tu vas voir que les gens ils vont racheter des albums. Et là tu dis, ah ouais quand même, t'es très très loin. Ah ouais. Là le déni, on est dans un game où tu dis, quand même. Et donc toi t'es énarque en fait, t'as fait tout ça d'études et puis t'as tout ça d'expérience pour finir par dire, on va faire des digipacks. Waouh! On a eu le rapport Thierry aussi sur le Minitel, où il expliquait qu'Internet, c'était 12% des ventes du Minitel et que ça n'avait aucun avenir commercial. C'est totalement inadapté. C'est faux. Ça, tu sais, juste des fois, tu dis dans ces cas-là, au calme, hein. ne dis rien, quoi, dans ces cas-là. Viens, on attend, mange des pop-corn, on voit ce qui se passe. Mais tu peux pas être dans un déni. Mais en fait, les maisons de disques se gavaient tellement, mais tellement sur les albums. Parce qu'au bout d'un moment, c'était se moquer des gens. Tu vendais un album 22 € en prix public, ok? Putain, je me souviens plus bien des ratios, tout ça, mais t'étais à 22 € en prix public. En plus, globalement, les albums étaient souvent très mauvais, donc les gens étaient obligés d'acheter 22 € un truc où il n'y a que 2 titres qui les intéressent, en fait, dans l'album. Déjà, c'était pas cool pour le public. Ensuite, toi, je sais plus, mais je crois qu'on vendait, nous, à la Fnac ou au Virgin, etc. à l'époque, mais je crois qu'on devait vendre ça à 12, 13 € l'album, tu vois ce que je veux dire? Alors bien sûr que tu enlèves les frais de structure de fabrication, la SDRM, machin, là,
Mais l'artiste, des fois, tu vois, lui prenait 1 euro. Donc, si tu veux, les marges, je te donne des chiffres qui ne sont pas exacts, mais les marges étaient énormes, en tout cas comparativement C'est comme au vendre des stream livres. Ça aujourd'hui. n'a jamais été super. Voilà. Pour devenir riche en vendant des bouquins ou des CD, il faut se lever tôt le matin. Non, si, tu pouvais. Ah oui, toi, en tant que. Alors, après, ça dépendait de ton deal. Tu vois, si tu t'appelles Johnny Hallyday, ouais, c'est bon, ça peut être cool. Puis après, c'est surtout les éditions qui faisaient gagner de l'argent. Mais en tant qu'artiste, tu pouvais si tu avais un bon deal. Mais en réalité, les maisons 10 faisaient des marges incroyables. Du bénéf sur les... Donc tu m'étonnes qu'ils ne voulaient pas lâcher ça, parce que ça remettait en cause tout leur schéma économique et toute leur façon de fonctionner. Et donc ils ont tous été dans le déni, et donc beaucoup d'entre eux se sont cassés la figure, évidemment. Et donc cette période-là, moi, m'a gonflé un peu. Je me suis dit, vas-y, next, allez, en route pour de nouvelles aventures. Et t'avais envie de quoi, justement? Bah, je sais pas. Nouvelles aventures. Je me suis dit, tiens, je monte ma Chercher boîte. un autre patron? Ouais, voilà. Non, ouais, moi je te dis... Tu t'es dit, ça y est, maintenant j'ai compris, maintenant je vais réussir, je vais pas sucer des cailloux comme la dernière fois parce que j'ai C'est évolué. ça, et puis j'ai pas un profil qui fait rêver les patrons. En tout cas, les patrons de base en France. Tu sais, il y a un nouveau profil, on m'a parlé de ça aux États-Unis, genre qui valorise justement maintenant les chasseurs de tête, cherchent ce genre de profil où t'es un peu genre inadapté, machin, mais qu'en même temps tu déchires, tu vois. Et j'ai le souvenir quand je suis partie de cette maison. Libres. Ouais, tu vois, on peut appeler ça, mais il y a vraiment un terme pour ça. Et je me souviens être allée voir plusieurs patrons de maison 10 parce que je me suis dit, tiens, peut-être je peux être DA en major, essayons, tu vois, sans conviction. Et il y en a un qui m'a rappelé au bout de... Enfin, je les ai tous vus. Pardon, ils m'ont tous reçu. J'étais assez flattée. Il y en a un qui me dit, mais ça fait des semaines que je réfléchis, mais je peux pas t'embaucher. Même si je sais que tu vas faire du chiffre d'affaires, même si je sais que tu vas tout déchirer par rapport aux autres. Je sais qu'en fait, je serai jamais capable de dire d'arriver à 10h du matin, de repartir à 18h, parce que tu travailleras certainement 2 fois plus que les autres, mais ton mode de fonctionnement est très électron libre, et en fait, ça va foutre la merde avec les autres, en fait. Et puis un jour, 10 ans plus tard, il est revenu, il m'a dit, t'es un de mes plus grands regrets, ce qui m'a beaucoup touché. Il me dit, j'aurais jamais dû me prendre la tête là-dessus. Parce qu'en réalité, tant pis, tu faisais ton chiffre et ton truc. Et moi, toutes les fois où j'ai eu des boss, c'est des boss qui ont accepté que je sois un peu électron libre, en fait. Parce que j'ai toujours eu cette honnêteté intellectuelle, cette honnêteté tout court, et encore plus quand tu me laisses libre et que tu viens pas faire le petit chef sur moi, à un moment donné, je délivre, en fait. Je délivre même plus que ce que je t'avais promis, tu vois. Donc, c'est pas... Moi, je suis convaincue, on est dans le télétravail. Aujourd'hui, on discute du télétravail, moi. Mais depuis toujours, je dis, mais le télétravail, à la fois, c'est bien d'avoir une vie de société, même si ça, moi, les ambiances caméra-café, ça peut me gonfler très, très vite. Tu vois ce que je veux dire? Bitcher sur la comptable, à la machine à café et machin, et sur le du 3e étage, je trouve ça assez polluant et négatif. Et des fois, tu te rends compte dans les sociétés comment autant d'individualités superbes peuvent former un monstre quand elles sont en collectif. Ça, c'est un vrai problème des sociétés, en fait, je trouve. Tu vois, c'est The Office, quoi. Donc c'est drôle quand c'est une fiction, quand tu le vis, c'est moyennement drôle. Et je trouve ça contre-productif. Et donc c'est vrai que moi, j'ai toujours estimé que c'est bien d'avoir un peu de vie sociale quand même, particulièrement pour les gens qui vivent seuls, qui ont besoin de ça pour avoir un lien avec la société. Mais en même temps, quelle perte de temps que de se lever le matin, devoir tu vas s'endimancher, ou en tout cas s'habiller en sorte que tu puisses être présentable aux yeux du monde, faire ton trajet, 1 heure de trajet, tu parles avec machine à café, finalement tu es dans ton bureau, tu as XY qui passe à 11h, tu n'as toujours rien foutu en fait, tu vois. Tu travailles 1 heure, après quelqu'un vient te voir à 12h30 pour aller déjeuner jusqu'à 14h, tu reviens à 14h, tu as une espèce de réunionnite aiguë où d'un seul coup, en fait tu te rends compte que toutes ces personnes autour de la table, beaucoup d'entre eux, tu vois, veulent un peu justifier leur job et leur présence ou leur salaire en faisant, tu vois, du sophisme, et donc du coup ça dure 10 ans, ces machins, alors que la réalité c'est que le but de la réunion aurait pu, tu vois, la problématique de la réunion aurait pu être réglée en 3 mails, en réalité, tu vois, et d'un seul coup, tu as travaillé réellement combien de temps dans la journée? 2 heures, 3 heures? Moi, quand je suis chez moi, je travaille beaucoup de chez moi et depuis toujours, je peux être encore en pyjama à 18h, c'est pas la classe mondiale et faire croire aux gens, alors faire croire à tout le monde, je suis dans une tour à la Défense, oui, dans mon grand bureau, je suis dans mon salon, encore en pige, tu vois, mais j'ai bombardé, parce que je me suis peut-être levé qu'à 9h. Mais à 9h05, je suis sur mes mails en regardant mon café, en buvant mon café.
À 9h30, je suis en train de répondre à des mails. Et enfin, je prends ma douche quand même entre-temps, mais je me remets en survêt. À 10h, je suis en train de claquer des téléphones et je fais des coups de téléphone et je fais des tunnels jusque parfois à 20h. Donc en réalité, j'ai travaillé 8, 9, 10 heures. Après, tout dépend des métiers. C'est pas applicable à tout et c'est un peu manichéen ce que je dis, mais je dis en tout cas que ces versions-là de travail sont intéressantes et qu'en réalité, l'acte de présence ou l'employé modèle machin n'est pas forcément symbole de résultat. Puis en plus, qu'est-ce que tu en penses si je dis qu'en fait on a des rythmes et il y a des jours où pendant 3 jours il va rien se passer et le quatrième, tout tombe. Exactement. Et en fait, si on te dit t'arrives à 8h et puis il y a le chef là avec sa feuille, là, on en a bien comme ça, tout est malade. C'est horrible. Et 8h10, qu'est-ce qui s'est passé? Oh l'enfer. Et que c'était ce jour-là que tu voulais bosser ou pas. En fait, j'ai l'impression que ça pète les rythmes. Tu vois, t'as de l'énergie un peu qui te traverse comme ça, oui, t'as l'inspiration, l'inspiration. Et là on te dit, il y a réunion, je m'en fous, il faut que j'écrive. Il y a des métiers qui, je pense, alors, il y a des métiers plus manuels, etc., où il n'y a même pas de débat là-dessus. On est d'accord, pour faire une voiture, tu vois, mais il y a d'autres métiers qui demandent... Moi, je sais que des fois, je peux procrastiner. Alors, en fait, c'est même pas de la procrastination, en fait. C'est de la décantation. Bah oui, je pense. Je l'assure. Parce que j'écris dans ma tête, parce que je réfléchis, je suis là, machin. Alors, je m'en veux en plus. Je me dis, oh là là, très productive, la Jus, aujourd'hui. La nuit. Mais ouais, bien sûr. Et d'un seul coup, je me rends compte que une fois que c'est bon, mais je te claque en une journée le travail de 3 jours. Il n'y a pas de règle. L'essentiel, c'est le résultat, en fait. Et c'est de ne pas ralentir les autres. Si tu es dans une équipe, il faut respecter le rythme de travail des autres et ne pas les ralentir, ou tu vois. Mais à partir du moment où tu sais gérer que ça n'est pas un problème pour autrui, ton rythme, c'est ton rythme, en fait. Et donc, le télétravail, je pense, propose ça aux gens, ça c'est bien. Mais du coup, j'avais envie même si j'ai toujours eu de la chance d'avoir des boss qui comprenaient ça et qui m'ont toujours laissé libre, aujourd'hui aussi, tu vois, je suis à RFI, France 24, ok. Donc c'est très institutionnel en fait, on va pas se Ouais, mentir. mais nous on se parle une fois par mois, mes boss, je leur parle une fois par mois. Mais Et encore, c'est moi qui les appelle parce que j'ai des questions. C'est pas une société dissidente, c'est un truc très institutionnel, RFI, France 24, non? C'est le service public. Ouais, c'est ça. Mais c'est 1700 personnes, tu vois. Est-ce que c'est trop dur de dire c'est la préfecture de la télé? Parce que France Média Monde, non. C'est autre chose encore. C'est l'audiovisuel public extérieur de France. Donc d'un seul coup, tu as des grands reporters, tu as des gens qui viennent de partout. Tu as RFI émet en 14 langues. On a des rédactions en mandarin, en russe, ça charbonne vraiment, tu vois. Tu as beaucoup d'émissions. Tu as plein de secteurs. Tu as l'info, tu as les magazines, tu as tout ça. C'est pas... Alors bien sûr que tu vois, tu as toujours dans toutes les boîtes, tu as toujours... quelques planqués, tu vois ce que je veux dire, machin, qui profitent du système malheureusement, mais ça bosse. Tu sais, quand t'es à l'antenne, tu dois délivrer, hein. T'es à l'antenne, tu machin, t'es à l'info, c'est 24 heures sur 24, en direct, non-stop. Donc, c'est autre chose, tu vois. Et puis, le fait que ce soit sur le monde, nous, on parle autant de la politique vénézuélienne ou russe que de l'info française. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu... d'appeler 12 chroniqueurs qui un jour sont spécialisés en Covid, le lendemain en Afghanistan, tu vois ce que je veux dire, hein, qui sont là pour faire du buzz et globalement te polluer encore un peu plus. Nous, on passe très vite à une autre information qui est tout aussi essentielle à l'autre bout du monde, puisqu'on sait aussi que ce qui se passe dans notre propre pays n'est qu'une conséquence de ce qui se passe ailleurs. Principe de l'économie même, tu vois ce que je veux dire. Donc, justement, en termes d'audience, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est RFI France 24? Parce qu'en réalité, en France, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il fait Radio France Internationale, c'est une télé, mec. Alors, RFI, c'est une radio qui existe depuis, je peux même pas te dire, depuis des années. Qui est un peu comme, tu sais, BBC, CNN, c'est la voix de la France à l'international. Donc on émet en France, mais on émet partout dans le monde, en fait. Les émissions font en moyenne 40 millions d'auditeurs en radio. Et France 24, c'est la même version télé, qui existe depuis moins longtemps, une petite dizaine d'années, qui a 4 chaînes, donc en arabe, en français, en espagnol et en anglais. Et en gros, France 24 en français touche 356 millions de foyers par semaine.
Mais les touches, c'est le potentiel ou c'est vraiment les gens qui regardent? C'est le potentiel. Et en gros, t'es sûr, je veux pas te dire, mais je crois que t'as des émissions qui sont à 70 millions sans compter les rediffs, tu vois. D'audience, ouais. De vues. Ouais. Mais des vrais, quoi. Ouais. Et en fait, tu peux aller dans n'importe quel aéroport, souvent, enfin dans la francophonie, c'est 770 millions de personnes, je pense, qui parlent français à peu près. Hein. Donc finalement, le chiffre est pas dingue, en fait, puisque dans la francophonie, les gens veulent avoir des nouvelles en français. Ça va du continent africain, en tout cas la partie de l'Afrique francophone, c'est 14 pays, côté Caraïbes, et puis après, tu as tous les expats aussi, tu vois, qui vivent en Chine, qui vivent... je ne sais où, à Dubaï, c'est le seul moyen d'avoir des nouvelles du front, quoi, tu vois. Et en plus des nouvelles qui parlent aussi du pays dans lequel ils sont expatriés, tu vois. Donc France 24, c'est vraiment assez énorme. Et RFI aussi. Et c'est vraiment de l'info mondiale. Donc tu t'adresses au monde. Et c'est vrai que du coup, tu as beaucoup de grands reporters, on couvre les zones de guerre, les trucs, les machins. Tu sais, un problème avec le journalisme, c'est qu'il y a de moins en moins de moyens. Donc les rédactions ont de moins en moins la possibilité d'envoyer des journalistes sur le terrain. Donc tu te retrouves en fait avec des fois des articles qui sont des articles de l'article du journaliste qui est vraiment allé sur le terrain. Il y a une dépêche AFP souvent ou Reuters. Ouais, tout le monde reprend, ensuite, voilà. D'ailleurs, tu tapes un mot-clé et tous les titres, voilà. C'est à peu près les mêmes. RFI France 24, nous on a des correspondants dans tous les pays du monde. Et en plus des correspondants, il y a des grands reporters qui partent en zone de guerre, etc. et en mission. Et même dans la culture, tu vois, sur le côté plus fun. Moi je reviens de Ouagadougou, tu vois, j'étais invité là-bas et pour le FESPACO, on y va. Et on était en équipe et on fait des plateaux là-bas, on fait des choses, tu vois. Donc c'est quand même c'est un peu différent. C'est certes le service public, mais cette ouverture sur le monde rend les choses complètement différentes. Et c'est vrai qu'encore une fois, moi les boss, donc je pense à Marie-Christine Saragosse, Cécile Mégy, Vanessa Burgraff, qui sont les boss respectives. Enfin, Marie-Christine, c'est la big boss de France Média Monde. Dans France Média Monde, il y a RFI France 24 et Monte Carlo Doualiya, qui est la branche radiophonique arabophone. Et une fois que tu es calé et qu'on est d'accord et qu'il y a des scores, des résultats, des trucs, ils nous laissent tranquilles, on fait nos trucs, tu vois. Donc encore une fois, c'est vraiment ce truc de personne n'infantilise personne. Je suis pas... Mais justement, dans la relation au travail, toi qui as oscillé entre l'entrepreneuriat, le patronat et le salariat, qu'est-ce que tu peux dire sur cette relation justement au patron et au travail en tant que salarié? Ou moi je me souviens dans une formation, on nous disait, oh vous savez, manager des gens c'est un peu comme les enfants. Ce qui m'avait ulcéré, je me dis, mais mange tes... Ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire, je suis d'accord. Après, Après, il n'y a pas de science exacte. Comment tu gagnes ton indépendance et ton respect, ton autonomie en tant que salarié, tu vois? Il n'y a pas de science exacte. J'aime pas tellement la façon dont les Français, d'une façon très historique en fait, on dit les patrons, tous des vendus et tous des connards, tu vois. Après, quand tu regardes des documentaires comme Merci Patron, hyper bien fait aussi, tu te dis, quand même, tu vois, c'est chaud aussi. Mais il n'y a pas de règle absolue, en fait, tu vois. Au même titre que quand moi, j'ai monté donc ma société, que j'ai fermé au bout de 3 ans, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour avoir des grandes discussions avec les experts comptables, ni avec les comptables d'ailleurs, ni avec la déclaration de TVA, ni avec les impôts, ni avec l'URSSAF, ni avec... c'est ça qui t'a éloigné tout m'a gonflé, ça m'a vraiment gonflé. Ça m'a gonflé parce que tu vois, je suis pas faite pour ça, ça me saoule. Je trouvais pas super juste de payer des impôts avant même d'avoir fait du chiffre d'affaires, si tu veux, ça m'a aussi un peu saoulé. Ça saoule beaucoup de gens, je suis sûr que t'es pas la seule. Moi je veux bien payer des impôts, j'ai été élevé par des gens très bien qui disaient arrête de râler, si tu payes des impôts c'est que tu gagnes de l'argent, tu vois. Donc moi je suis dans cet état d'esprit là, tu vois, je suis pour le collectif. Oui, mais il faut en gagner d'abord. Mais faut en gagner d'abord. Voilà. Ne me termine pas avant même que j'ai fait un centime, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est un peu relou. Surtout quand tu vois comment ça se passe dans d'autres sphères, là ça devient un peu plus compliqué. Mais donc j'aimais pas ça, de toute façon j'aimais pas la compta, j'ai une espèce de petite phobie administrative comme ça où ça me coûte toujours très cher en fait, parce que là j'ai l'impression moi personnellement d'être infantilisée quand je suis face à l'administratif, quand je suis face à, tu vois, avec ces gens qui ont une espèce de plein pouvoir sur ta vie de mort, t'as pas amené la feuille rose, il fallait celle avec les petits pois et machin, et on te fait faire des allers-retours. Ça m'exaspère assez vite, moi, en fait. Tu vois, je trouve que le respect ou l'autorité, pour moi,
J'aime l'autorité naturelle. J'aime l'autorité quand elle s'impose, quand elle arrive par elle-même parce que la personne est brillante, mais pas parce que la personne a dit « Attention, moi je peux te faire payer 10% de plus parce que j'aime pas ta gueule. » Tu vois ce que je veux dire? Ça peut me gonfler très très vite. Donc, déjà j'ai une aversion pour tout ça. Et ensuite, et puis pour les papiers d'une façon générale, je suis une littéraire, je suis pas une comptable, je suis pas une mathématicienne. Et ensuite, j'ai dû gérer des salariés. Et moi, c'est vrai que j'ai géré les salariés comme je gérerais des artistes, comme manager. Mais tu te rends compte quand même qu'il y a une marge entre infantiliser les salariés, ce qui est absurde, comme tu le disais, et les laisser vraiment dire, bon, le lundi, l'équipe, c'est ça la mission. Si vous avez 10 000 questions à me poser, venez me voir. Ok, vous pouvez venir me poser la question 100 fois, mais en réalité, je ne vais pas être sur vos côtes matin, midi, soir. Et donc, fin de semaine, alors on est comment? Et en fait, tu te rends compte que beaucoup de gens ont quand même besoin d'être cadrés un peu, tu vois. Pas d'être cadrés au sens discipline du terme, mais ont besoin d'être entourés. Ok, on se refait le bilan le soir, on se refait la liste le soir ou le lendemain. Il y a beaucoup de gens qui sont rassurés par ça, qui ne sont pas rassurés par l'autonomie aussi, complète, telle que moi je l'entends. L'autonomie fait peur? Alors moi, je ne pensais pas, mais je l'ai découvert à travers les gens avec qui j'ai travaillé. Ouais, l'autonomie est tentante pour certaines personnes qui parfois peuvent être malhonnêtes aussi et se dire de toute façon, j'ai profité de ça pour ne rien faire. Et puis après, il y a d'autres personnes qui en ont peur de ça, tu vois, et qui ont envie de travailler en équipe, d'être cadré, d'être entouré, etc. Je ne te dis pas d'être maté, je dis d'être entouré et cadré. C'est pas la même chose. Et moi, je sais que je ne sais pas faire ça. Je sais pas être sur le dos des gens. C'est pas nous, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, si tu veux, tout ça en même temps a fait que, bon, j'ai fermé ma société à zéro, j'ai payé mes charges, j'ai payé tout ce que j'avais à payer. Je me suis retrouvée au tribunal de Nanterre, en mode dépôt, et j'étais face au juge. Moi, j'avais une trouille absolue. Pourquoi au juge? Quand tu déposes, tu te retrouves... Tu fais un ouais. Tu es face à des juges qui ont même des perruques. Ah oui, mais tu lui files le dossier et puis... Ouais, mais t'as peur quand même, tu vois ce que je veux dire. Et tout le monde me dit, mais t'es trop con, t'aurais dû prendre 200 000 euros, faire un trou de 200 000, on ferme pas à zéro, ça n'existe pas. Pourquoi t'as pas machin? Tu vois, c'est l'escroquerie, ça. Enfin, moi, je suis pas là-dedans, mais t'imagines pas le nombre de personnes qui m'ont dit ça, et des entrepreneurs. Hein. J'étais assez surprise de ça. On ferme jamais à zéro, vas-y, gratte un peu. Je dis, oh là là, moi, tout ce que je veux, c'est arrêter avec ça, en fait. Donc, je suis au tribunal, il y a en plus, trop mignon, donc moi, j'ai flippé un peu. Toujours ce syndrome de l'imposteur, tu sais, même quand t'as rien fait de mal, t'as peur qu'on te dise que t'as fait un truc mal, tu vois. C'est pas moi, monsieur le juge. Et oui, je vous jure, c'est la fin de la musique. Et en fait, c'était trop mignon. Ah oui, c'est vrai, on a entendu parler du fait que la musique, c'est compliqué. C'était Luna. Eh ben, bonne chance, ma petite dame, machin. J'ai fermé, ça m'a soulagée, j'étais hyper contente. C'était un poids en moi, en fait, tu vois. Mais du coup, l'entrepreneuriat, oui, super. Je pense qu'il faut savoir s'entourer, tu peux être créatif. Réussir, peut-être aujourd'hui, peut-être qu'un jour j'entreprendrai encore. T'as pas pensé à t'associer avec quelqu'un si ça te baigne de faire de la compta. Si, mais ça c'est des trucs, voilà. Je pense que ça va être ça, tu vois, et je le ferai un jour à nouveau, etc. Je collabore avec des gens. Tu prends un gars comme moi, tu dis, ah t'aimes bien toi ça, vas-y fais, mais puis moi exactement. je vais battre la campagne. Mais c'est ça aussi, mais ouais, et je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat c'est savoir bien s'entourer, c'est savoir monter une vraie équipe, et c'est rouler ensemble. Moi, j'avais des associés, mais qui étaient aussi rock'n'roll que moi, donc si tu veux, ça n'a pas servi à grand-chose, qui étaient des amis, de grands amis. Et on s'est dit à un moment donné, tu sais quoi, on va fermer la boîte, on va rester amis, c'est mieux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux pas non plus toujours travailler avec tes amis, c'est que ça peut être compliqué. Ouais. Et après, on va finir par s'en vouloir, en fait, tu vois, donc, et à rejeter la faute sur l'un l'autre. Et donc, on ferme. Mais il y a plein de façons de manager. Déjà, ça dépend de ton univers, ça dépend de l'univers dans lequel tu es. J'imagine que tu ne manages pas une équipe d'experts comptables de la même façon que tu vas manager des journalistes radio. Tu vois, forcément, il y a des façons de manager. Exactement, à l'univers. Et comment tu fais pour t'entourer? Toi, c'est quoi un peu ta boussole pour t'entourer de gens? C'est quoi tes repères en disant tes critères? Parce que s'entourer, c'est pas simple. L'honnêteté. Et comment tu juges ça, l'honnêteté? Ça se voit assez vite en fait. Après, tu peux toujours évidemment te viander. Moi, j'ai ce principe, tu sais, j'ai peur de personne en fait. Et de fait, en plus, j'ai plutôt, moi, un a priori très positif sur les gens. Alors, je suis souvent déçue, mais pas de problème.
je suis prête à en assumer les conséquences. Je déteste ces gens, tu vois, qui décident d'être méchants, ou aigris, ou fermés envers l'autre, parce que le monde va mal et que les gens sont méchants, il n'y aurait pas autant de guerre. Tu vois, tu dis, ouais, donc en fait, t'as été déçu 3 fois dans ta vie, donc tu vas faire subir le reste du monde pour ça. Je t'explique qu'on a tous des problèmes, on a tous été déçus dans notre vie. C'est pas du tout une bonne raison pour gonfler les gens qui t'ont absolument rien fait. Faut mettre de son côté son ego pour dire, bah écoute, on peut tromper, je peux être trompé 1000 fois par 1000 personnes, c'est la vie, ça n'empêche pas qu'il y a des gens bien. Et voilà, exactement. Tu connais cette phrase, tu me trahis une fois, c'est de ta faute. Tu me trahis une deuxième fois, c'est de ma faute. Donc je te laisse une chance, c'est cool. Mais moi, je me venge pas, je me bats pour, pas contre, en fait. J'ai même pas le temps de te rendre l'appareil, je m'en fous, tu vois. C'est pas cool, j'apprends, j'essaie d'apprendre, je prends ma part. Ok, cool. Je suis pas une sainte, hein, mais j'ai jamais rendu l'appareil. Jamais. Et on m'a fait beaucoup de mal. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui est, je sais pas, souvent jalousé pour des choses en plus que je n'ai même pas. Donc c'est formidable. Les gens soupçonnent que j'ai des trucs incroyables que je n'ai pas. Donc, mais peu importe, quelque part, c'est les accords Toltec, ne rien prendre pour soi. C'est pas mon dossier en fait. Tu m'as fait du mal, ok. Bon, j'ai un peu de mal. Mais c'est toi en fait. C'est ton dos à toi. Et je ferai pas de ton putain de problème à toi. Le mien. Tu vois, j'ai déjà assez. Et après, de fait, la vie m'a offert tellement de rencontres que j'ai rencontré tellement de gens cool. Et puis rien n'est. Tu peux être cool et puis pas cool. Et puis tu peux être les deux parce qu'on est tous les deux. Et c'est la loi c'est le Tao. On est tout à la fois. Et oui, moi je donne la chance aux gens. Et puis après, il y a des gens, tu les vois venir à 400 km quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime la bienveillance, j'aime l'honnêteté. Je déteste l'ingratitude, tu vois. Et tu vas vite. Et puis après, tu sais, quand l'exercice d'être directrice artistique en maison de 10, par exemple, consiste quand même à avoir 15 personnes différentes par jour. Ça, c'est un des trucs que j'ai appris. Tu vois plein de gens. Et des fois, tu as des artistes qui sont des génies. Et tu observes son entourage et tu sais qu'en fait, ça n'ira nulle part. Parce que l'entourage, il est tellement foireux. Et ça se sent d'avance qu'en fait, le projet va rentrer dans le mur. Et parfois, moi, j'ai signé des artistes moins talentueux, mais avec une équipe qui semblait être formidable. Et bah, du coup, les projets sont allés loin. Et donc, du coup, tu analyses très vite. Et j'avais un problème avec l'analyse comme ça, rapide, parce que je me disais, putain, t'es dans le jugement de valeur. Ah ouais, non, mais attends, c'est pas bien. T'es qui pour te faire une idée comme ça? Et puis, avec le temps et l'âge, bah, tu dis quand tu écoutes ta petite voix, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et en réalité, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Toutes les fois où je me suis dit, mais attends, le bénéfice du doute, laisse la chance à la personne. En fait, t'es qui? Tu peux te tromper, c'est pas le bonjour, le truc. À chaque fois, je me suis viandée. Donc, j'essaie de m'écouter un maximum. Et puis, j'assume ma responsabilité. Ça se passe mal, ça se passe mal. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, de toute expérience, encore une fois, de toute mauvaise expérience, il n'y a pas de mauvaise expérience. De toute expérience, il y a un truc à retirer. Et c'est pas dit en plus que toi, t'es pas à apprendre de ce qui s'est passé. Parce que ça ne peut pas qu'être de la faute des autres tout le temps. Donc toi aussi, tu as peut-être foiré. Peut-être que toi, tu as des choses à améliorer. Peut-être que ça, cette situation, t'a permis de comprendre ça. Ok, on va pas se matrixer 10 ans. C'est comme ça s'est fait, ça a foiré. Ok, next. Moi, il faut que ça aille vite, en fait. Donc, et puis après, il y a des alchimies, il y a des choses naturelles qui se font, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses si je te dis que la rancune, en fait, elle n'est pas dirigée contre les autres, elle nuit surtout à soi-même? C'est Bouddha qui te disait ça. Si tu as un charbon ardent dans ta main et que tu le gardes très fort dans ta main en attendant de trouver le bon moment pour le renvoyer à ton ennemi, en attendant, c'est toi que tu brûles. Donc, quelle est l'utilité? Tu vois? Et moi, je laisse ça aux gens, il n'y a pas de problème. Et on me trahit souvent, et on m'a trahi souvent. Et t'es jamais mieux trahi que par tes amis ou par les gens à qui t'as donné de la force. Moi, j'aime donner de la force, ou en tout cas, je considère qu'en fait, ça t'enlève rien de donner des clés aux autres. Tu vois, on dit souvent, c'est l'amour et le savoir qui se multiplient et qui ne se divisent pas quand tu les donnes. Mais donner de la force, donner des conseils, donner des plans ou un numéro de téléphone, c'est pas un problème non plus. Moi, j'ai aidé des gens, et c'est souvent des gens que j'ai aidés qui à un moment donné ont réussi un peu dans leur vie, qui ont ce syndrome du roi nu, tu vois, et qui du coup, quelque part, sont comme ils ne veulent pas avoir autour d'eux, parce qu'il y a des gens qui aiment s'entourer de gens qui ne les ont jamais vus en état de faiblesse, en fait. Et du coup, ils font le ménage avec des gens qui les ont aidés, alors qu'en plus, moi, j'ai jamais pris... Je prends pas le pouvoir sur l'autre, tu vois. Donc voilà, ça arrive, ça fait mal au cœur, évidemment. Tu t'insurges, tu gueules dans ton salon, tu es en train de parler avec ta meilleure copine ou ton meilleur copain, même bien qu'on n'a pas de meilleurs copains et copines, en fait, c'est très puéril de dire ça. Avec tes potes, ah, mais t'as vu, mais quand il a dit ça, t'as vu quand il a envoyé ça sur l'Instagram, je sais que c'était pour moi. Non. Mais bon, ça dure 10 secondes. Ça dure 10 secondes parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir une vie bien remplie et que j'ai pas le temps pour ça. Et que je sais qu'au final, c'est moi que je pollue.
Mais j'essaie toujours de comprendre la situation, j'essaie toujours de comprendre. Je mets un petit temps pour comprendre si c'est pas moi qui ai merdé déjà. C'est moi que je remets en cause à chaque fois en premier. Tu vois? Je pense qu'il y a quelque chose encore qui a encore un cran au-dessus. C'est-à-dire quand tu as réussi ça, tu te dis bon, je suis bien. Et je pense qu'il y a peut-être un cran au-dessus, c'est de dire quelqu'un m'a lâché, de façon mais il m'a lâché quand même. Tu vois. Et ben, le jour où il revient et que pour le business c'est porteur, je rouvre la porte. Tu vois? Jamais. Jamais. C'est peut-être ça qui fait que je ne serai jamais riche. En fait, quand tu regardes certains chefs d'État ou certains boss de multinationales, un jour c'est la guerre, un jour, finalement je t'aime bien. On s'est retrouvés au Rotary Club, là, on a eu une petite discussion. On s'est rendu compte quand même qu'on avait plus d'intérêts communs à être alliés, même si on n'est pas des confipotes à la compote, et qu'on s'est fait les pires coups, tu vois. Mais on a quand même, notre porte-monnaie a plutôt intérêt à être... et les mecs ont cette intelligence-là, mais je crois que ce sont des animaux à sang-froid. Je pense en fait qu'à un vrai niveau, en réalité, je pense, et c'est très manichéen ce que je vais dire, mais il y a très peu de Thomas Sankara et de Nelson Mandela sur cette planète. D'ailleurs, quand ils existent, ils disparaissent assez rapidement. Et qu'en fait, pour arriver à des niveaux très très élevés de notre société, ou au plus haut niveau, je pense qu'il doit y avoir un truc de manque. Tu ne peux pas être dans l'émotion. Ben Nelson Mandela, c'est une très bonne référence, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a chié. Hein, voilà. Un peu mon neveu. Voilà. Et pour autant, quand il est sorti de, je ne sais plus combien d'années de prison. 27, je crois. 27, donc il a fait le bail. Et ben, il a ouvert la porte aux autres en disant « Ok, vous m'avez tapé dessus, machin. Bon, allez, on a mis les choses à plat. Vous serez jamais mes copains, hein, on est d'accord? Parce que voilà, j'ai beau expliquer que j'étais heureux en prison, faut pas déconner, c'était pas non plus très rigolo. Mais aujourd'hui, rentre. Mais parce que de toute façon, ça n'aurait pas pu se faire autrement. C'est marrant, tu l'as abordé par le côté un peu mesquin, du genre c'est des gens qui copinent parce que c'est des intérêts, donc c'est un peu sale. Ce qui est vrai. Ouais, c'est un cas d'école en fait. Je suis d'accord. Mais Mandela, c'est une exception. Du côté blanc, en disant, écoute, moi j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, je disais, lui c'est pas un copain, c'est un collègue. Tu vois ce que je veux dire? Où tu dis, le gars, oui, il m'a peut-être trahi, machin, aujourd'hui c'est clean, ça se défait, et viens, on fait ensemble. Et ça enlève pas le passé, mais tu fais avec. Tu vois, c'est pour ça que je dis, c'est le cran au-dessus, là. Le cran au-dessus. Tu t'approches de Bouddha, là, tu vois. Ouais, mais oui et non, parce qu'en fait, quelque part, le cran au-dessus, c'est, je te dis encore une fois, Mandela, cas d'école. Et puis, en fait, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de s'allier avec les Afrikaners et machin. Non. Le mec, il avait pas ce pouvoir-là, même s'il avait l'opinion publique avec lui, faut pas déconner, il était encore noir, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Restons tranquilles. Je suis désolé pour cet humour un peu cynique. Mais combien de gens se sont massacrés et sacrifiés par la vengeance, juste pour le plaisir de se venger, quoi. Oui, mais Mandela, il n'en avait pas le pouvoir. Il aurait remis exactement de là d'où il venait si de toute façon il aurait, tu vois, il avait eu une réaction différente. Ça, c'est la première chose. J'ai dit les si n'aiment pas l'école. L'école. Mais s'il avait évidemment pris, il n'avait pas le choix en réalité. Et en plus, encore une fois, c'est un cas d'école. Gandhi. Pas toujours un super exemple en réalité. Quand j'ai appris récemment la façon dont il parlait des Africains, je suis un peu revenu sur ambiance Gandhi, tu vois. Qui a été prêt à faire des compromis avec des gens. C'est vrai, mais tu vois ce que je veux dire? Sur une histoire. En réalité, quand tu vois des mecs comme Poutine, Trump, par exemple, ou d'autres qui ont peut-être même plus... Non, voilà. Oui, mais qui ont bien plus de... Ouais, mais la réalité, c'est que Trump et Poutine, ce sont ces mecs-là qui... Non, mais je donne des exemples inverses, mais très concrets. Et même tous ceux que l'on ne connaît pas, ou que l'on connaît, mais qui sont des boss de multinationales, je suis convaincu que ce sont des animaux à sang-froid. C'est-à-dire, en fait, ça leur glisse dessus, les mecs. Ils s'en foutent comme de l'an 40. Ça va être de l'ego, ça va être du pouvoir, ça va être de la mégalomanie, ça va être de la stratégie. Mais pour arriver à ces levels, de toute façon, tu vois, à un moment donné, pour arriver à ces niveaux-là, il faut être capable de couper les têtes, il faut être capable d'avoir du sang-froid, il faut être capable de laisser glisser un tas de choses sur soi. Donc, si tu veux, les mecs sont même pas dans l'émotion. Donc oui, ça n'est que de l'intérêt. Tu m'as trahi, il n'y a pas de problème. Avant-hier, c'était moi. Ok, si c'est mieux qu'ensemble, on roule, voilà. Mais parce que tout ça est dénué d'émotion. Il n'y a pas de vertu, justement, dans la rédemption, quelque part, en disant... C'est pas ce qu'on appelle la rédemption à partir du moment... Tu m'as mis un couteau dans le dos. Allez, ok, viens. Et on va faire avec. En fait, je veux dire, le monde est tellement vaste qu'en réalité, dans ce cas-là, c'est... Je risque que tu me trahisses une seconde fois. Et si tu me trahis une seconde fois... J'ai pas envie de dire que c'est de ma faute. J'ai pas envie, en fait. Si je sais comment tu es,
Et c'est vrai, tu sais que la personne est fondamentalement comme ça et que ça va la titiller. Tu sais que la personne est pyromane. Et qu'en fait, elle sait pas. Bah non, je suis pas dans la loi du talion. Ouais. Non, c'est Je autre suis chose. pas L'Italien, c'est autre chose. je ne suis pas dans œil pour œil, dent pour dent, mais je suis pas non plus dans jetant l'autre joue. Je suis dans le monde est vaste et des gens formidables, il y en a partout. Et que personne, tout le monde est différent, mais qu'en même temps, personne n'est irremplaçable. Donc si c'est pas avec toi que j'ai tenté une fois, pourquoi t'es pyromane? L'ego consistera à dire, c'est là où il y a de l'ego. Si tu vas plus loin dans le truc, ton ego, ce serait de dire, je suis capable de changer cette personne. Tu sais, ou quand tu te mets en couple et que tu veux changer ton mec, oui, moi, je vais le changer, mais tu vas rien changer. Classique. Tu vas rien changer du tout, tu vois ce que je veux dire? T'étais la maîtresse de ce mec-là, il a quitté sa femme pour être avec toi et tu crois qu'en fait, toi, tu vas pas être trompé à ton tour. Mais, tu vois, dans quel monde tu vis? Parce que toi, tu vas le changer. Mais personne ne change personne. Tu peux donner des clés, mais les gens se changent eux-mêmes. Et en réalité, quand tu vas dire, oui, je vais collaborer avec un tel qui m'a trahi une fois, mais là, je suis sûre que notre expérience l'a changé, ou je vais le changer, ou machin. Mais non, c'est une illusion. Et en plus, c'est de l'ego. C'est-à-dire que tu es qui, toi, pour, en fait, l'autre, il est pyromane depuis 30 ans, et en fait, tu vas le transformer en pompier, toi, parce que tu vas dire, ça m'a fait mal au cœur, ce que tu m'as fait la dernière fois. Tu vois, il y a un côté naïf. Et donc, en réalité, pour moi, tout ça est de la perte de temps. On a essayé. Si on n'a pas le choix, moi, je ne vais pas faire la guerre sans s'étendre, mais si je peux esquiver, j'esquive. Franchement, parce qu'il y a d'autres gens qui font plein de trucs, le monde est vaste. Ça, c'est ma grande force et ma grande chance. Désolée pour mon bilan carbone, mais je prends plus l'avion que le bus, en réalité, tu vois. Et en fait, je voyage tellement, que je rencontre tellement de gens incroyables que j'ai complètement conscience du champ des possibles. Et j'ai aussi complètement conscience de la chance que j'ai. Je trouve qu'en France, on a un côté extrêmement ingrat. Alors bien sûr qu'il faut se battre pour préserver nos acquis. Bien sûr qu'il faut se battre, tu vois, contre les inégalités. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a des inégalités en France. C'est super violent. Mais il faut un peu de décence aussi par rapport aux 80% des pays dans le monde qui sont en galère. Moi, j'ai rencontré des érudits, des gens brillants, des génies, ou des gens mais motivés, talentueux dans tous les domaines de compétences et dans le monde entier, qui avaient juste le mauvais passeport. Moi, tu sais, dans ma tête, je me suis toujours dit, ah, bon, bah, si jamais mes histoires, là, ça part en sucette, je peux toujours aller vendre des cocktails en Thaïlande ou des frites au Costa Rica, si jamais, tu vois, au cas où, tu vois. J'ai des plans B, C, D, je peux bouger, quoi, tu vois. Quel passeport français on refuse dans le monde? Nulle part. On te refuse jamais un visa. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, 80%, voire 90% des pays dans le monde ont des difficultés déjà, tu vois, des habitants des pays ont des difficultés à pouvoir voyager. C'est pas les bons passeports, c'est pas le bon passeport. Juste ça. Ensuite, enfin, les gens vivent dans des conditions et ils sont capables de faire des choses avec 100 fois moins de moyens que nous. La majorité des pays dans le monde, tu te pètes le bras, t'en as pour 2000 balles. Tu peux rester éventuellement avec ton bras cassé 3 semaines parce qu'il faut attendre de trouver l'argent. Soyons sérieux. Donc on a beaucoup de chance et je trouve qu'on finit un peu par l'oublier. Je te dis encore une fois, je pense qu'il faut continuer le combat pour la justice. Il y a encore beaucoup d'injustices. Il faut continuer à garder nos acquis. En tout cas, la majorité. Certains me semblent un peu désuets. Mais pour le coup, il faut aussi avoir un peu de décence par rapport au reste du monde. Et en fait, moi, ma décence, c'est aussi de me dire pourquoi j'ai tout ça, moi. J'ai bien galéré, j'ai bien mangé des cailloux, j'ai même dormi jamais dehors parce que j'ai perdu des appartements là, il n'y a pas très longtemps pour avoir mon émission. Finalement, j'ai fait des choix. On ne pouvait pas me payer parce qu'il n'y avait pas de budget pour cette émission en réalité. J'ai dit ok, je la fais cette émission. Et pardon, j'ai mis le pied dans la porte. J'ai tellement travaillé pour que Légendes urbaines existent qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai pas pu faire d'autre chose que Légendes urbaines pour faire exister cette émission. Et j'étais payée à la hauteur de ce que mon loyer coûtait. J'ai laissé mon appartement, j'avais 41 ans, je passais à la radio, sur le net, je claquais les millions de vues. Et tout le monde pensait que j'étais multimillionnaire. Je dormais chez mes potes. Alors, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont vraiment donné des clés d'appartement, de maison. Mais pendant 1 an et demi, j'ai retrouvé un appartement il y a 1 an. T'as capté, tu me voyais à la télé il y a 1 an, j'avais pas d'appart. Tu vois? Alors après, je te dis encore une fois, hein, j'étais extrêmement bien logée chez des amis formidables. Enfin, tu vois, j'ai pas dormi sous les ponts. Mais n'empêche que, pas plus tard qu'il y a 1 an et demi, j'ai fait ces sacrifices-là, en fait.
Mais si je l'ai fait aussi, c'est que je sais que moi, j'ai encore un champ des possibles. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des pays où il n'y a pas d'espoir. C'est mort. Et à 10 ans, ils ne voient pas du tout comment ils vont réussir à s'en sortir. Tant à cause des gouvernements, tant à cause de la politique, tant à cause des attentats, par exemple. Tu vois, il y a 1 milliard de choses. Le Congo, par exemple, c'est chaud. Je sais pas, le Nord Kivu en l'occurrence. Nord Kivu, oui, voilà. bien sûr. Où là, c'est très compliqué. Donc, quand tu vois la façon dont les gens se battent, tu vois, dans ces zones-là, bordel, je vais pas recommencer à travailler avec du schmoll, tu vois, alors qui m'a gonflé, alors qu'en fait, il y a encore plein d'autres gens. Ne perdons pas de temps. Avançons. Et c'est Sœur Teresa qui disait il faut se battre pour et pas contre. Et encore une fois, c'est de la physique quantique. Te battre contre, c'est faire exister le contre, c'est l'entretenir et c'est lui donner de l'énergie. Je veux donner de l'énergie au truc, donc moi, thank you next. C'est tout. Mais en plus, je t'en veux même pas. Hein. C'est-à-dire que moi, des fois, j'oublie en fait. Rien fait, moi. Non. Ah, attention. Ah J'ai rien fait, monsieur le juge. Je t'en veux pas, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? J'entretiens pas les rancœurs. Mais en même temps, je ne vais pas t'avoir devant moi comme un rappel de cette mauvaise expérience. Passons à autre chose. Alors justement, passons à autre chose. C'est quoi tes projets maintenant? Légendes urbaines. Parce que c'est vraiment, vraiment un gros morceau encore. Cette émission existe depuis 2 ans et demi maintenant. J'aimerais la porter encore plus loin. En essayant de trouver les moyens pour grossir l'équipe. Et j'aimerais vraiment... Moi, depuis toujours, de toute façon, je vais ouvrir, plus faire uniquement des rappeurs, je vais faire des comédiens, je vais faire des réalisateurs, je vais faire des auteurs, parce qu'eux aussi font partie... Urbain ou... Urbain, c'est populaire. Urbain, c'est contemporain. Donc, en fait, je considère qu'en réalité, à peu près toute personne en activité opérationnelle en ce moment dans l'art fait partie des cultures urbaines, tu vois. Et qu'effectivement, un mec comme Sofiane Pamar, tu vois, qui est un grand pianiste, virtuose, oreille absolue, il joue certes avec des rappeurs, c'est un pianiste qui est premier prix du Conservatoire de Lille et qui vient de Roubaix, Sofiane, c'est les cultures urbaines. Mais je vais inviter Gilles Demestre, par exemple, qui est un grand réalisateur et qui fait à chaque fois des films qui ont du sens et qui tend en plus à aider des associations à chaque fois à travers les bénéfices ou à travers les messages portés, etc. Pour moi, en fait, finalement, c'est très contemporain et ça fait partie de ces cultures urbaines. Donc les cultures urbaines, de toute façon, c'est un mot qui est galvaudé, qui ne veut plus rien dire. Donc oui, mon cahier des charges essentiel, c'est avoir vraiment des rappeurs, des rappeuses ou des acteurs des cultures urbaines. Mais l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des humoristes aussi, par exemple. Les humoristes sont partie intégrante des cultures urbaines, tu vois. Bah oui. Une forme d'humour, etc. Pourtant, il n'y aura pas les mecs. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir. Et puis après. Que de banlieue ou aussi des Jérémy Ferrari ou des. Ouais, bien sûr, mais parce que Jérémy Ferrari, en plus, il y a des vrais ponts. Jérémy Ferrari, il a fait des choses avec Maman, tu vois, très politique et tout, très drôle. Moi, j'aime beaucoup, en Afrique. C'est bien noir, c'est bien. Voilà, exactement. Alors, tu vois, ma difficulté, c'est toujours celle-ci, tu vois, sur les humoristes, c'est que quand tu parles, tu es sur un média généraliste, mondial, je fais toujours très attention parce que l'humour n'est pas le même dans plein de pays. Et que ma limite à moi, c'est de ne pas blesser les gens gratuitement. Tu vois, j'ai un vrai problème. Et comme moi, j'éditorialise à mort mon émission, mais ma façon à moi d'éditorialiser, c'est d'être à 100% bienveillante. Tu vois, tant avec mon invité que dans l'écriture de mon émission. Mais je me dois d'être aussi bienveillante envers les gens pour qui je fais cette émission, qui écoutent, qui regardent. Et donc, parfois, ça demande quelques sacrifices. Ça va être compliqué, quoi. Ouais. Bah ouais. Je veux dire, il y a des gens qui, non, mais c'est vrai. Qui en blessent d'autres. Bien sûr. Et mais, même, alors, bon, mais si tu vas dire Dieudonné, mais Blanche Gardin, je pense que ça pourrait outrer. Ouais. Alors qu'elle me fait pleurer de rire et que je suis une de ses plus grandes fans, mais je sais que ça pourrait outrer certaines personnes. Tu vois, parce que son côté trash, tu vois, il y a des peuples qui ont énormément de pudeur et ça va pas les faire rire, quoi. Tu vois, parce que culturellement, c'est pas leur forme de. Tu vois. Donc mes prochains projets, c'est ouvrir, parce que j'ai envie d'interviewer plein d'autres gens que les rappeurs, qu'on n'a pas tellement donné l'opportunité jusqu'à présent, qu'aujourd'hui avec RFI France 24 super, mais j'ai d'autres projets. J'ai envie de faire d'autres choses, que j'ai envie vraiment d'aller faire du reportage et vraiment de retourner sur le terrain, de faire des émissions en live dans différents pays, ce que je faisais déjà avant le Covid. Et vraiment échanger, parce que moi je suis une kermesse un peu, tu vois, je suis une géo du Club Med, donc j'aime bien hoster, présenter dans des, tu vois, sur des scènes, etc., avec du public ou dans des stades,
parce qu'on se marre bien et puis ça fait toujours du bien d'échanger vraiment avec les gens, que rencontrer vraiment son public, quoi, les gens pour qui tu fais le truc. Je fais beaucoup de conférences, un petit peu, pas des conférences, j'aime pas ce terme, mais je fais beaucoup de partage d'expérience. J'essaie au maximum, avec pas mal de gens dans le monde. Et des keynotes. Ouais, des keynotes, voilà. Mais je raconte un peu ma vie, mon œuvre, et puis surtout, je réponds aux questions à tous ces gamins. Ouais. Je trouve ça intéressant, la bienveillance, parce que je trouve que pendant très longtemps, même maintenant, on dit qu'il faut être critique, il faut chercher des machins. Enfin, et après, dans l'absolu, c'est pas faux. Il faut avoir un esprit de contradiction, etc. Mais je trouve que tout le monde le fait. Merci. Donc, à quoi ça sert d'en rajouter une couche? Et dans les interviews justement que je fais, on essaye de prendre cet angle bienveillant pour dire, et des fois on me dit ouais mais tu as pas dit qu'il avait fait ça, ok il dit machin. Si tu le sais, pourquoi je veux... Alors que tu vois, il y a une espèce de rééquilibrage des forces. Je pense que dans un pays de bisounours, je serais le connard qui va chercher. Bien sûr. Mais là à l'inverse, bien sûr. Voilà, tu vois, et je suis d'accord à 1000% avec toi. Tu sais que on est quand même dans des sociétés où, en fait, être cynique, être pinçant, sortir le cadavre dans le placard, tu vois, c'est synonyme d'intelligence. Et être gentil, bienveillant, finir comme moi, paix, amour, lumière sur vous, one love, ah ben voilà. Eh ben elle est neune celle-là, ah ben super. Elle est mignonne. C'est un salon de massage, son émission, j'aime autant vous le dire. Et là, tu dis, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Et on associe ça à de la bêtise. Allez. Mais en fait... tu sais qu'en français, c'est une des seules langues que je connaisse où il dit « Oh, il est gentil », c'est une insulte. Ouais. Ouais, il est gentil, il est bien brave. Il est gentil. Ouais, c'est ça, ouais, il est gentil. Et ben voilà, c'est l'un des seuls pays où en fait la gentillesse est considérée comme un défaut. Tu vois, ou comme un truc un peu neuneux. T'as pas inventé l'eau tiède en gros. Mais effectivement, ça a été un vrai parti pris parce que je trouve que quand tu prends... si tu prends la responsabilité d'être derrière un micro face à une caméra, à un moment donné, il faut que tu t'assumes ce que tu envoies aux gens. Et quand tu l'envoies à grande échelle, ou même à petite échelle, tu sais pas ce que ça va envoyer dans la tête de l'autre. Tu sais pas si ça va lui rendre sa journée meilleure ou si ça va le pousser au suicide. Il est encore en train d'hésiter, il va se prendre là. Vraiment par rapport à le bouton. Voilà, appuie, bim, tu vois. Non mais... faut assumer cette responsabilité-là. Il y a beaucoup de gens extrêmement narcissiques qui veulent juste qu'on les reconnaisse dans la rue, ils veulent juste être connus, tu vois, ils veulent juste faire du buzz. Moi, je l'ai pas fait pour ça. La notoriété, c'est quelque chose que je connais, que j'ai démystifié depuis bien longtemps pour avoir été dans l'ombre de gens extrêmement connus. Donc pour moi, la notoriété est un outil, c'est pas une fin en soi. Déjà, quand tu pars là-dessus, tu pars sur déjà une autre vibe. Ensuite, on est tellement pollué par du buzz, du machin, c'est celui qui clash, machin, tout n'est qu'exclusion. Même les jeux, même un jeu... Tu dois voter contre l'autre et exclure. Regarde le maillon faible. Tu vois, tout, on n'est que dans l'exclusion. Ça s'appelle même le maillon faible. Tu vois, c'est écrit dessus. Exclusion. On t'exclut. La personne, elle t'invite à manger. Tu dis, ah, c'est délicieux. Tu lui mets 2. Tu lui mets 2 quand tu es en train de noter la personne. Tu vas dans une petite auberge de gens qui se sont saignés. Mariage, c'est meuf, attends, mais oh là là là. Tu sais que c'est un truc, moi, c'est dans ma matrice. T'imagines, les gens, ils appellent la caméra de TF1 pour gagner un week-end à 2 balles en plus. Passer à la télé, les meufs, elles se crêpent le chignon, elles se pourrissent, machin. Ça fait 1 600 000 téléspectateurs par jour. C'est un game. Hein. Donc en fait, les gens adorent ça. Parce qu'en fait, encore une fois, je pense qu'ils aiment bien voir des gens plus cons, qui sont a priori plus cons qu'eux, ça les revigore en zone. Je suis pas si con que ça en fait. Ouais, je crois qu'il y a un truc de ça. En fait. Voilà. Voir des gens se battre, ça t'évite de te battre toi-même avec ton voisin. Complètement. Complètement. Et en fait... on n'est que là-dedans. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'on envoie au monde? Et en réalité, quand tu es dans la bienveillance. Donc, tu prends pas ta responsabilité. Moi, je veux prendre ma responsabilité. Il est hors de question que je pollue les gens plus qu'ils ne le sont. Pollués pour toutes les raisons qu'on connaît. Enfin, on a vécu le Covid, on regarde les guerres, les trucs, les machins, c'est n'importe quoi. Moi, je fais pas ce métier pour polluer les gens. Je fais du divertissement. Et si en plus, ils peuvent apprendre quelques trucs, c'est cool. Je sais plus qui disait divertir sans instruire, c'est abrutir. Je veux pas abrutir les gens. Mais j'ai pas la prétention non plus de leur donner des leçons. Mais s'ils peuvent apprendre un ou deux trucs au passage, c'est charmé. Et donc, je veux aussi saluer le talent de ces artistes qui sont trop souvent décriés, déshumanisés et qui ont des carrières extraordinaires. Alors certes, ils ont des cadavres dans le placard. Peut-être qu'ils ont 20% de cadavres dans le placard de leur... Mais moi, je veux parler de ces 80% exceptionnels qui leur ont permis d'arriver au niveau où ils en sont. Ça m'intéresse beaucoup plus. Toujours le principe de se battre pour, pas contre. Et enfin, c'est vrai que je sens que la vapeur s'inverse. Parce qu'avec tout ce qu'on a tous vécu, ça a été quand même une expérience assez traumatisante pour tout le monde. C'était lunaire, on était dans Black Mirror en fait. Tu vois ce que je veux dire?
à deux doigts de Squid Game quand même, cette histoire de Covid et de confinement et tout ça, à un moment donné. Le paix, amour, lumière sur vous, One Love, qui était source de moquerie chez l'intelligentsia, est finalement devenu un truc où les gens, même dans la rue, me disent hey, One Love, mais des énarques, tu vois, des traders, des mecs de la défense, et où tu dis, mais ah ouais, finalement, j'ai des gamins en Afrique qui font des t-shirts, paix, amour, lumière sur vous, One Love. Et donc, parce qu'en fait, finalement, les gens disent, ça m'énerve, mais j'aime bien regarder l'émission quand même, parce que finalement, ça me donne une petite vibe, après, on repasse, c'est cool, c'est frais. Et puis finalement, tu te rends compte que quand tu es bienveillant avec les gens, ils te racontent 100 fois plus de trucs. C'est pas parce que tu as essayé de me tirer les verres du nez sur un truc, si j'ai pas envie de te le dire, je te dirai rien du tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, quand tu es bienveillant, les gens se disent ouais, c'est cool, allons-y, on roule, on se raconte des trucs. Donc en fait, on a tout à gagner à être bienveillant. Ça prend plus de temps, c'est plus difficile, mais c'est pas grave. Il vaut mieux construire des carrières, faire des courses de fond et les faire petit à petit. J'ai jamais trouvé très constructif et très positif en fait que de réussir d'un seul coup du jour au lendemain, tu vois. Parce que tu as les meilleures façons de te péter la gueule du jour au lendemain. Construire petit à petit, tu es sur un truc solide. Et puis tu crées ton truc. Et puis après on te connaît pour ce truc-là. Et puis c'est cool. Et je suis plutôt fier qu'en fait les gens quand ils me voient, la première chose qu'ils aient à dire c'est hello la famille ou One Love. Cool, là, super l'anecdote avec Lara Fabian et Dahuzi, super, tu vois, Thierry Marx et Ayam, je sais pas qu'ils se connaissaient ces gens-là, oui ils se connaissent en fait, ou en tout cas même quand ils se connaissent pas ils s'apprécient en fait, et le monde n'est pas divisé en deux en fait, ou en quatre, et le monde est pluriel, et donc ouais je suis assez fière de faire ça, et donc j'ai envie de le faire de 1000 façons différentes, et j'ai envie de continuer à transmettre, parce que c'est une forme de transmission, sans donner des leçons. Merci beaucoup Juliette. Merci Richie. On signe? Ah ouais. Ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est un stylo. Ton contrat. Merci Richard, c'est un plaisir. À très très vite. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!